Plan d'épargne en action, compte titre ordinaire, lequel choisir? On verra dans cette vidéo ma stratégie, les choix que j'ai faits, et puis je vous donnerai une astuce pour certains qu'ils puissent ne payer aucun impôt sur leur plus-value. Et puis on verra nos rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les crypto-monnaies, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez proposées, et on terminera avec l'indice des pépites. Y a-t-il une nouvelle pépite dans l'indice? Allez, c'est parti pour le 27e épisode de l'Hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. C'est parti. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer et qui veulent surtout reprendre le contrôle. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez important et que finalement on néglige quand on attaque la bourse, quand on commence la bourse. C'est fait pour les débutants, mais c'est aussi pour les gens qui ont un petit peu d'ancienneté. Vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes pour ceux qui ont fait des choix, peut-être pas tout à fait les bons. On va étudier la différence entre le plan d'épargne en action et le compte titre ordinaire. Alors on sait qu'il y a des gens qui préfèrent le compte titre, d'autres qui préfèrent le PEA, et à vrai dire, il y a plein d'arguments dans les deux sens qui vont dans les deux sens et qui permettent d'avoir, je dirais, une vue globale de ce qu'on peut faire sur les marchés à travers ces deux types de supports que sont le compte titre et le PEA. Alors ce sera le titre de ce jour, et puis on attaquera ensuite sur la macroéconomie. On verra qu'on fera un point sur l'ensemble des chiffres qui tombent en ce moment, et vous verrez que j'ai un avis qui commence à s'orienter pour 2024, et vous aurez le sentiment pour le début 2024 que j'ai, moi en tout cas, au niveau macroéconomie, et puis l'impact aussi évidemment sur les marchés, puisque c'est quand même ça le plus important. On enchaînera avec la minute crypto. La minute crypto où vous verrez qu'il y a un plan de trading qui se met en place, notamment sur l'Ethereum. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça très rapidement à la suite. Et puis on enchaînera sur les indices, on verra que tous les indices sont à la hausse. Ceci étant dit, on arrive peut-être au plafond, il y a peut-être des choses qui commencent à nous taquiner, on verra bien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a bien profité de ce mois de novembre qui est en train de se terminer. On verra si la fin d'année se termine bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, on profite de ce mouvement haussier. On enchaînera avec les valeurs que vous avez choisies, et j'en ai eu énormément cette semaine. C'était super intéressant de voir qu'il y a des dossiers très haussiers, très intéressants, et je trouve que vos choix sont de plus en plus opportuns. À vrai dire, ce que j'apprécie, c'est que les gens recherchent vraiment les valeurs qu'ils me proposent. Alors surtout, ne vous bloquez pas. Donnez-moi tous les titres que vous avez envie de me donner. L'important, c'est de partager et de vous donner mon avis sur ce que vous me proposez, afin d'éduquer l'ensemble de la communauté qui se crée autour de cette chaîne. D'ailleurs, si ça vous plaît suivre cette chaîne, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à mettre la cloche pour avoir la notification des futures vidéos que je produirai sur cette chaîne. Et puis on finira dans cette vidéo avec l'indice PTDR, on verra s'il y a une nouvelle pépite qui rentre dans l'indice, et puis on fera un petit plan aussi sur une valeur. On tâchera en tout cas de faire le trio magique, puisque ça fait 2 semaines qu'on a réussi le plan de 2 dossiers différents. Allez, c'est parti pour le titre du jour. PEA ou compte titre, lequel choisir? Je vous explique tout. Alors à vrai dire, pour commencer, il faut savoir que le PEA ou le compte titre ordinaire sont tout à fait dans le fonctionnement identiques. Il y a quelques différences qui sont dues à la fiscalité et qui créent des obligations qui font qu'il y a une différence entre les deux. Alors que ce soit le compte titre ou ordinaire ou le PEA, l'idée de ces deux supports, c'est de pouvoir gérer vos actions, vos actifs financiers dans une poche, dans un support qui est souvent au sein d'un établissement financier, bancaire ou un broker. À vrai dire, quand vous avez un compte titre ou que vous avez un compte PEA, vous avez toujours associé un compte bancaire ordinaire qui permet de gérer le cash de vos comptes, puisque à vrai dire, vous n'êtes pas obligé d'investir à 100% de l'enveloppe que vous avez prévue dans votre PEA ou dans votre compte titre. Alors que ce soit l'un ou l'autre, ça sert essentiellement à investir sur les marchés financiers et notamment sur les actions, mais pas que. Alors comme je vous le disais, c'est disponible généralement chez vos banquiers classiques ou à travers des brokers en ligne, souvent en ligne. J'ai tendance à privilégier les brokers en ligne, mais il existe aussi des banques qui ont une proposition commerciale très intéressante. Il faut savoir que sur ce sujet-là, ce sont les frais qui sont importants, mais on reviendra dessus sur une vidéo que je ferai à un autre moment sur le sujet des brokers, lesquels choisir. Donc finalement, si vous avez bien compris, le PEA, le plan d'épargne en action, c'est simplement un compte titre sur lequel il y a des contraintes et des avantages différents du compte titre classique que vous connaissez. Le PEA a été créé en 1992 pour donner un avantage fiscal aux résidents fiscaux français. Alors évidemment, ça peut faire sourire les résidents étrangers, puisque ceux qui sont au Luxembourg, en Belgique ou ailleurs savent que leur fiscalité sur les comptes titres sont très différentes et très inférieures, mais bon, en France, on va prendre ce qu'on a.
Nous sommes le pays le plus taxé du monde et ce n'est pas un hasard si ici aussi c'est une taxation supérieure à ce que l'on trouve dans les pays qui nous sont voisins. Alors l'objectif de ce PEA était d'inciter, je dirais, les Français moyens à s'intéresser à la bourse et à investir dans les entreprises qui allaient être privatisées dans les années qui suivaient, puisque finalement c'est à partir de 93 jusqu'à 95 où il y a eu une vague de privatisation sous le gouvernement Balladur. Et à vrai dire, c'était fait pour préparer cette phase de privatisation, pour avoir un support sur lequel les gens pouvaient mettre avec une fiscalité plus intéressante afin qu'ils achètent les actions des sociétés qui allaient être privatisées. À l'heure actuelle, il existe deux types de PEA différents, le PEA classique et puis le PEA PME pour les petites entreprises. Alors pour être un peu plus clair sur ce qu'est un compte titre ordinaire, le CTO, à vrai dire c'est un support sur lequel vous pouvez acheter à peu près tout ce qui existe sur les marchés, que ce soit des produits dérivés ou des actions, même aussi aujourd'hui des produits synthétiques, alors je pense aux ETF, je pense à d'autres choses, évidemment. Finalement le PEA c'est simplement un compte titre ordinaire qui a des contraintes pour atteindre les objectifs que voulaient atteindre les politiques du moment, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors le PEA c'est à vrai dire une niche fiscale en France, bon, entre guillemets... Ça peut faire sourire beaucoup de gens en Europe, mais c'est le cas, en tout cas pour les Français, puisque, en gros, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu, sur les bénéfices, sur les plus-values que vous feriez au sein du PEA. Alors les contraintes, c'est que vous devez être majeur, avoir plus de 18 ans, vous ne pouvez ouvrir qu'un seul PEA par personne, donc 2 dans un foyer, et votre versement est limité à 150 000 € à l'heure où je fais cette vidéo. Évidemment, ça peut évoluer dans le temps, vous regarderez sur Google les évolutions futures en tapant les mots magiques qui vous permettent de retrouver les informations à jour. Et puis vous avez une dernière contrainte sur le PEA qui est, je dirais, pour bénéficier de ces avantages fiscaux, eh bien vous devez conserver votre PEA ouvert sans aucun mouvement de sortie d'argent pendant 5 années. Après les 5 ans, vous pouvez parfaitement faire des mouvements d'entrée et de sortie différents, tout en respectant le plafond maximum de 150 000 € de versement sur le PEA. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans un PEA? Évidemment, c'est un peu plus restreint. Globalement, ce sont des actions et des produits synthétiques qui ont une grande partie d'actions en leur sein. Vous avez aussi une contrainte géographique au sein du PEA, puisque vous ne pouvez intégrer que des actions au sein de l'Union européenne. Vous rajouterez 3 autres pays qui peuvent faire sourire, mais c'est le Liechtenstein, c'est l'Islande, et le dernier qui est un peu plus intéressant, la Norvège. Donc exit la Grande-Bretagne, exit la Suisse de l'enveloppe PEA. Sont exclues aussi certaines actions, et notamment les valeurs foncières dont on a parlé dans une vidéo précédemment. Vous retrouverez tous les éléments nécessaires à comprendre ce qui intègre ou qui n'intègre pas le PEA dans un des articles sur le code monétaire et financier, qui est le L221 alinéa 31, et qui vous confirmera l'ensemble des actions qui sont PEables et de celles qui ne le sont pas. Alors s'il y a autant de contraintes sur le PEA, c'est parce qu'à vrai dire, le fisc nous donne un avantage non négligeable, c'est qu'on va être exonéré d'impôt sur le revenu concernant le plan d'épargne en action. Mais vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi simpliste que ça, en disant voilà, je préfère le compte titre ou je préfère le PEA. À vrai dire, quand on réagit comme ça, on se dit bah le plus intéressant c'est le PEA. C'est pas si sûr que ça. Continuons et avançons sur le sujet. Tout d'abord, le principe de l'imposition sur le compte titre, c'est de vous imposer à la flat tax, à 30% d'imposition, sur l'ensemble des plus-values réalisées pendant l'année. Vous les déclarerez dans la déclaration de l'année suivante. Pour ça, vous avez les brokers français, en tout cas qui ont un bureau en France, qui vous permettront d'avoir l'IFU, le document qui vous permettra de faire une synthèse de l'ensemble de vos plus-values et de vos moins-values et de savoir quel impôt payer. C'est même maintenant transmis directement sur votre déclaration, vous avez juste à contrôler si tous les chiffres sont au carré. Pour ceux qui ont des brokers étrangers, eh bien écoutez, vous faire le travail vous-même. Et je ne vous cache pas que c'est pour moi un grand frein à aller ouvrir des comptes à l'étranger. Mais on fera une vidéo spéciale sur le sujet qui fera le tour de tous les avantages et inconvénients des brokers en fonction d'énormément de critères que je suis en train d'établir. Alors qu'on soit très clair, c'est la plus-value qui est taxée, c'est la plus-value qui a été encaissée. Et à vrai dire, tant que vous ne vendez pas vos actifs dans un compte titre, eh bien vous n'êtes pas soumis à l'imposition. D'un autre côté, il faut savoir que les moins-values que vous avez eues lors de cette même année seront déduites des plus-values. C'est bien le solde des deux qui sera taxé. Alors je vous donne une petite astuce pour ceux qui auraient une plus-value en cours assez importante sur l'année en cours. Écoutez, il n'est pas inintéressant sur des actifs où vous êtes en perte de faire une vente puis un rachat immédiat afin de
matérialiser la moins-value et diminuer la quantité de plus-value de l'année afin d'avoir une imposition un peu moins importante sur l'année suivante. Alors vous allez me dire, évidemment, le PEA, du coup, c'est très très intéressant puisque n'ayant pas d'impôt sur le revenu et que l'autre, on a une taxation à 30%, il y a un écart énorme entre les deux. À vrai dire, c'est pas tout à fait vrai parce que vous avez quand même, à la sortie du PEA, quand vous retirez de l'argent du PEA, après les 5 années de blocage, vous avez une imposition qui sont les contributions sociales françaises à hauteur de 17,2% au moment où je fais la vidéo. Allez voir sur internet là aussi si ça a évolué au moment où vous voyez cette vidéo là. Donc il reste 12,8% d'écart, ce qui reste intéressant, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que le taux d'imposition qui est important dans l'histoire, mais c'est aussi le mode de prélèvement qui va changer de manière très importante le résultat de vos plus-values, de l'évolution de votre PEA ou de vos comptes titres en fonction du support que vous allez choisir pour investir. Dans le cas où vous auriez l'intention de retirer de l'argent sur votre PEA avant les 5 ans, ça clôturerait automatiquement votre PEA et vous seriez imposé au principe du compte titre du CTO, donc à 30% sur l'ensemble de vos plus-values. Donc d'abord, réfléchissez bien à la quantité d'argent que vous allez mettre sur votre PEA si vous avez envie de le faire. Et deuxièmement, ne retirez aucunement votre argent avant les 5 ans, c'est après que vous pourrez commencer à le faire. Vous pouvez à tout moment intégrer de l'argent dans votre PEA, même dans les premières 5 années. Ça a changé il y a assez peu de temps sur le sujet. On peut parler aussi des autres sorties qui sont possibles du PEA. Il y en a plusieurs. Il y a votre décès, ou à vrai dire, les avantages du PEA ne sont pas transmissibles, mais par contre, les titres qui constituent le PEA sont transmissibles. Il y a par contre une autre façon de sortir du PEA, et qui est assez peu connue, c'est la rente viagère. Et à vrai dire que si vous regardez bien, si vous creusez bien, eh bien, intéressez-vous à la rente viagère en sortie de PEA, parce que c'est peut-être la dernière niche fiscale la plus intéressante sur la partie viagère, puisqu'il n'y a aucune imposition sur ce dispositif. Alors maintenant, quelle stratégie doit-on avoir entre le PEA, le compte titre? Est-ce qu'on doit avoir les deux? Écoutez, je vais vous donner des pistes et vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas ce que j'ai entendu la plupart du temps dans beaucoup de vidéos de gens qui commencent la bourse ou qui vous expliquent l'investissement avec, je dirais, une certaine naïveté par rapport à bien des thèmes, bien des sujets et bien des critères. D'abord, le PEA est effectivement beaucoup plus intéressant fiscalement, ça y a rien à dire, on reviendra pas dessus, malgré les contraintes qu'il y a. Mais on a aussi en opposition des gens qui nous expliquent qu'il est très gênant de pas pouvoir investir dans tous les types d'actifs qui sont proposés sur les marchés, puisque effectivement le CTO lui permet d'investir sur des types d'actifs très différents, avec des dérivés, etc. Mais voilà, vous êtes débutant. Est-ce qu'il faut commencer par les sujets les plus dangereux, les actifs les plus compliqués à comprendre? Moi, je vous le dis, Warren Buffett disait, et je tiens à ce que vous l'entendiez, mais il a toujours dit la même chose, je n'achète que ce que je comprends. Et on va dire, le plus facile à comprendre, ce sont les actions. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi aller faire un compte titre pour aller acheter des actions classiques que nous trouvons dans le PEA avec une fiscalité inférieure? Eh bien, c'est ce que disent certains traders, certaines personnes que je vois passer sur les réseaux sociaux, qui nous expliquent que finalement l'écart de 12,8%, il n'est pas si important que ça, et les performances qu'on peut faire sur certains marchés étrangers fait qu'on peut acheter des actions, moi je pense évidemment aux actions américaines, sur le compte titre, et finalement la différence de performance fait que finalement, la surimposition est largement compensée par les plus-values plus importantes. Oui, mais ça c'est pour des traders qui gagnent et qui savent gérer leur position. Mais à vrai dire, le marché américain est beaucoup plus volatile vers le haut et vers le bas, et ce qui fait que votre sensibilité, je dirais, à une baisse ou une hausse sur un actif peut être assez importante, contrairement à des marchés européens qui sont considérés comme un peu moins volatiles, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des régions européennes qui sont très volatiles, et je pense à la Scandinavie. Mais voilà, la plupart des Français ne connaissent pas ce marché, et pourtant Dieu sait qu'il est passionnant. Et en plus compatible avec l'enveloppe fiscale du PEA. Comme quoi, c'est peut-être pas si intéressant que ça d'aller voir aux États-Unis, surtout que vous avez un fuseau horaire qui est pas du tout le même que celui des Européens. Je préfère largement Stockholm que New York. Mais on va considérer que effectivement, il est intéressant d'aller voir dans d'autres régions géographiques ce qui se passe au niveau des actions. À vrai dire, c'est pas du tout vrai, l'Europe est largement suffisant. Moi, je m'en suis convaincu il y a très longtemps, et aujourd'hui, je suis assez peu entendu sur le sujet, mais vous pouvez largement faire une belle évolution de votre portefeuille d'investissement, tout en étant uniquement sur les valeurs européennes. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites sur notamment ce qu'on appelle les bulldozers, les dossiers qui montent tout le temps, et à vrai dire, ce n'est pas aux États-Unis qu'il y en a le plus, c'est souvent en Europe et en Australie. Alors, c'est pas pour ça que je vous envoie vers l'Australie, mais il se trouve que ce sont les deux régions les plus importantes, et certains pays
d'Europe sont concernés beaucoup plus par le sujet, et à vrai dire, c'est pas la France. Mais je vais tâcher d'aller un peu plus loin sur l'idée que les actions américaines seraient les meilleures du monde, etc., en vous présentant quand même des chiffres qui parlent par eux-mêmes, et on va prendre les indices. On va prendre les indices américains, on va les comparer à des indices européens. J'ai pris les Français et les Allemands, parce qu'on peut pas faire tous les indices, mais vous allez voir que la comparaison est assez surprenante, parce que, à vrai dire, vous pouvez penser que la performance américaine est très supérieure à ce que l'on trouve dans nos contrées, mais à vrai dire, c'est pas du tout vrai, et je vais vous le prouver avec les indices que nous connaissons. Alors le premier comparatif qu'on va faire, c'est avec le Dow Jones que nous voyons ici sur 5 années, et on va le comparer à deux indices français très connus. Le premier, c'est le CAC 40, mais avec sa forme dividende réinvesti, qui s'appelle le CAC 40 GR. Le voici, il est en noir sur le graphique. Et puis on va aussi le comparer avec le DAX, qui lui aussi a les dividendes réinvestis. Voilà, donc on voit que c'est quand même assez proche les uns des autres. Ce qui est intéressant sur 5 années, bon, effectivement, il y a le CAC 40 qui est un peu plus fort ici, on voit qu'il est un peu meilleur, etc. Mais c'est pas vraiment l'important de ce que je vais vous dire, c'est ce qui est important, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il n'y a pas vraiment une différence entre les deux. On voit que les oscillations sont plus ou moins à peu près équivalentes, il y a une petite variation entre elles, mais il n'y a strictement rien de particulier sur les grosses valeurs américaines par rapport aux grosses valeurs européennes. Alors je sais ce que vous allez me dire, il existe aussi les valeurs, les GAFAM, enfin maintenant on les appelle les 7 magnifiques. On verra qu'on va traiter ça un peu plus tard à côté. Alors vous allez me dire, sur 5 ans, ouais mais Richard, c'est peut-être pas l'horizon de temps qui est le plus intéressant, on peut aller voir un peu plus loin. Eh bien écoutez, on va aller regarder un peu plus loin sur, on va dire sur 2015 par exemple, sur à peu près 8 années. Voici l'écart, on voit qu'il y a une différence, hein, mais j'ai envie de vous dire, elle n'est pas spécialement très importante, puisque le DAX est un peu en dessous, le CAC 40 est un peu au-dessus, finalement en Europe, en fonction du pays où on est, c'est à peu près équivalent à notre Dow Jones. Allons voir depuis 2010. C'est toujours pareil, depuis 2005, depuis 2000. À vrai dire, si vous regardez bien, finalement, l'évolution est approximativement les mêmes. Il y a une petite différence, mais on va pas s'attarder sur le sujet. Le Dow Jones est un petit peu meilleur sur le siècle, mais c'est pas formidablement énorme. Maintenant, on va intégrer, si vous voulez bien, le Nasdaq 100, qui intègre les fameuses 7 magnifiques dont je vous parlais. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de différence, mais finalement, si vous regardez bien, on a une courbe qui était très en dessous, en vert clair ici, pendant un certain temps. C'est juste après le crack, évidemment, de l'an 2000, les cracks sur les valeurs tech, et on a après une remontée très forte. J'ai envie de vous dire, si on prend le point bas qui se situe, on va dire, en 2007, là, on va avoir un écart très important. Voilà, j'ai pris à peu près à 2009, et vous avez un écart entre les courbes, là, qui est vraiment très très substantiel, puisqu'on a une progression à peu près de 250% de nos 3 indices dont on a parlé, et le Nasdaq, lui, est à 1250%, donc il y a vraiment là un gros écart. Il est dû uniquement à nos 7 valeurs les plus importantes. C'est vraiment concentré sur ces 7 valeurs-là, et à vrai dire, si vous enleviez ces 7 valeurs-là, eh bien, vous auriez un Nasdaq qui serait approximativement dans le même mouvement que nos 3 autres indices. Alors vous allez me dire, bah oui mais Richard, ça serait bien qu'il y ait un indice sans les 7 magnifiques, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Bah oui, j'ai quelque chose à vous proposer, et on va aller le voir tout de suite. Et cet indice, à vrai dire, ça s'appelle le Russell 2000, à vrai dire c'est l'indice des 2000 valeurs les plus petites, on va dire pour être simple, ce sont des small et mid cap. À vrai dire les small et mid cap, c'est donc des small, en anglais petit, mid, intermédiaires, et à vrai dire ce sont des valeurs qui sont les plus petites de la cote américaine et qui n'ont pas du tout les grosses valeurs dont on parlait tout à l'heure sur cet indice. Et donc je dirais qu'on a à peu près ce qui se passe sur l'économie américaine de manière beaucoup plus claire, et nous allons comparer à des indices équivalents sur la France et l'Allemagne, que sont les indices small et mid équivalents au Russell 2000. Nous sommes sur 5 années et voici le résultat. Voici le mid allemand en noir, le mid français en rouge, les small françaises en vert et les small allemandes en orange. Bon, vous avez compris, sur 5 ans, il se passe rien, on va essayer de voir un peu plus sur long terme ce qu'il se passe. Depuis 2015, on peut pas considérer que ce soit extraordinaire, il y a un petit peu les small allemandes qui sont un petit peu meilleures que le reste, mais ça s'arrête là, il n'y a pas vraiment de différence. Et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu avant qu'on a des résultats différents. Eh bien écoutez, on va les voir tout de suite, on va aller tout de suite à l'an 2000. Et effectivement, à l'an 2000, on voit une légère surperformance des valeurs mid allemandes par rapport aux small françaises qui sont à l'opposé. Mais si vous faites la moyenne européenne par rapport à nos amis américains qui sont en bleu et qui sont finalement au milieu du gué, eh bien vous avez une performance en Europe qui est à peu près équivalente aux États-Unis sur ces indices que nous avons comparés, et à l'exception, je dirais, du Nasdaq avec ces 7 fameuses valeurs, écoutez, vous avez globalement une bourse américaine et une bourse européenne qui est à peu près équivalente dans les mouvements haussiers et baissiers. Ce qui veut dire que tous les gens qui vous expliquent que vous allez gagner
la différence d'imposition à travers des actions beaucoup plus volatiles aux États-Unis, c'est vrai que s'ils gagnent tout le temps, qu'ils ont un taux de réussite important, bah ils ont tout à fait raison. Mais ça, c'est pour les traders professionnels. Et je crois pas avoir de traders professionnels qui écoutent cette vidéo. Alors je vais continuer un petit peu à vous expliquer pourquoi je pense que finalement le PEA est la source la plus intéressante pour trader. Vous avez compris que je suis finalement pas plus intéressé par la volatilité américaine qui est gagnante mais qui est aussi perdante, que par la volatilité un peu moins forte dans les États européens. On va dire, c'est choisir ses pays, c'est choisir des actions, et finalement, c'est faire ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale sur des valeurs et de chercher quelles sont les meilleures. Et j'ai envie de vous dire, les meilleures européennes n'ont pas du tout, mais alors pas du tout à rougir que des meilleures américaines, à l'excepter des 7 valeurs dont je vous parlais. Mais on va comparer, si vous voulez, fiscalement, un autre élément qui est très important et qui est la manière dont on est prélevé sur nos impôts et la manière dont le fisc prélève l'argent sur d'autres comptes titres par rapport au PEA. On va dire, j'ai comparé, je dirais, un investisseur qui a mis 10 000 euros dans son compte titre ou dans son PEA et qui fait exactement les mêmes performances dans les mêmes conditions sur une dizaine d'années. Donc là, on a fait une extrapolation sur 10 années. Et à vrai dire, ce que j'ai fait, c'est que on a considéré que pendant 10 ans, il allait faire des gains de l'ordre de 20% par an. Donc le rendement annuel sur ces trades et de 20% sur la globalité de son année. On va considérer que dans les deux cas, il a acheté et vendu l'ensemble des positions qu'il a sur l'année, il vend tout au 31 décembre, il rachète tout au 1er, de telle manière à exécuter les plus-values, notamment sur le compte titre, de manière totalement équivalente à ce qui se passe sur le PEA. Et sur le PEA, ce que vous voyez, c'est immédiatement 10 000 euros avec une plus-value annuelle de 2 000 euros, 20%, ça fait 12 000. Les 12 000 refont 20%, ça fait 2 400 euros de plus-value, et ainsi de suite. Et on arrive à 61 917 euros au bout de 10 années. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène des intérêts composés. Et vous avez bien noté qu'il n'y a pas de prélèvement d'imposition sur les 10 années en question, puisque dans le PEA, nous ne sommes prélevés qu'à la sortie. Donc on considérera que la personne n'a jamais sorti d'argent de son PEA. Et ici, on compare à droite avec un compte titre où l'imposition se fait tous les ans. Donc vous avez 10 000 euros. Il gagne 2 000 euros dans l'année, il est imposé à 600 euros puisque c'est 30%, il reste donc 11 400 euros qui vont eux-mêmes refaire 20% de gains, qui sont eux-mêmes imposés, etc. Vous arrivez à 37 000 euros de capital au bout de 10 ans, avec un rendement réel, impôt déduit de 14% par an. Vous avez fait exactement les mêmes opérations dans les deux tableaux. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'imposition au global que nous avons eu sur le compte titre est de l'ordre de 11 600 euros sur cette période-ci avec ce mode de calcul. À vrai dire, quand vous sortez avec 62 000 euros du PEA dans les 10 ans qui suivent, eh bien vous avez une imposition à la sortie de 10 650 euros, ce qui fait que finalement, en termes d'imposition, c'est à peu près la même chose. Le fisc gagne à peu près la même somme d'argent. Il y a juste un problème, c'est que quand vous enlevez les 10 000 euros, les 10 650 euros à 61 000 euros de gains, eh bien vous avez une plus-value totale nette d'impôt de 41 000 euros sur cette période de 10 ans comparée à 27 000. Eh bien c'est le mode de prélèvement qui provoque ça, puisque comme vous prélevez à chaque année ici un impôt sur les plus-values réalisées en cours d'année, eh bien écoutez, vous interdisez la montée du capital et les intérêts composés de se mettre en place, et à la fin ça fait un écart gigantesque, puisqu'il faut que vous entendiez le chiffre. Entre ces deux systèmes d'imposition différents, vous avez pour les mêmes trades exactement le même comportement, un écart de 75% de plus-value totale nette dans le PEA par rapport au compte titre. Donc nous avons un avantage fiscal sur le taux d'imposition, mais nous avons aussi un avantage sur le fait qu'on laisse courir les intérêts composés et que vous n'êtes prélevé qu'à la sortie, ce qui permet de provoquer une montée de votre capital beaucoup plus importante avec une imposition à la sortie qui effectivement est lourde, 10 000 euros d'un coup, mais elle est beaucoup plus intéressante en termes de patrimoine à la sortie, je vous répète, de l'ordre de 75% de plus-value en plus entre le PEA et le compte titre. Alors vous allez me dire, écoute, ouais, mais moi j'insiste quand même, je suis bien meilleur sur les États-Unis, je prends le cas des États-Unis, mais vous pourriez parfaitement me dire sur le Japon ou sur la Corée du Sud ou l'Australie, mais je vais vous donner quand même la comparaison qu'il faut faire pour pouvoir avoir le gain que nous avons ici avec les contraintes d'imposition du compte titre, et à vrai dire le calcul est assez intéressant à faire.
Alors on va directement au résultat et on va comparer. Donc j'ai mis à jour le compte titre avec le nouveau niveau de plus-value qu'il faut avoir, et c'est de 2550 € comparativement à 2000 € sur la première année pour pouvoir annihiler les phénomènes d'imposition que l'on a, et au bout de 10 années on a à peu près la même plus-value totale. À vrai dire, ce qui est à retenir, c'est que quand vous avez cet écart de plus-value à avoir, soi-disant aux États-Unis où on le fait mieux, c'est quand même pour des professionnels. Je suis pas convaincu que vous allez y arriver, parce qu'à vrai dire, quand vous faites ces 2500 € de plus-value, ça veut dire que vous faites 25,5% de plus-value moyenne, je dirais, sur l'année, contrairement à 20%. Et 20%, pour passer à 25,5, ça veut dire que vous devez faire 5,5% à chaque fois de gains supplémentaires par rapport au trade que vous faisiez, qui est déjà de 20%, ce qui est déjà énorme, avec un taux de réussite qui doit être très important. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à vous rendre compte que c'est très difficile. Et il faut savoir que ceux qui font du DCA sur des indices américains depuis un siècle, oui, je sais, un siècle, il y avait même pas d'ETF, mais enfin bon, c'est comme ça. Vous avez une progression de l'ordre de 8% des marchés américains. Et là, on est en train de dire qu'on va faire un écart de 5,5% pour obtenir un gain financier équi. Sur une zone où il faut se coucher à 22 heures, on va rester devant les écrans à 22 heures, en tout cas en France, avec des fuseaux horaires différents, avec une fiscalité différente. Je vous épargne les monnaies et toutes les contraintes que ça provoque entre l'euro et le dollar, parce que finalement c'est quand même pas aussi simple que ça. Bon, on va être clair, je vais vous le dire, la résultante de tout ça c'est quoi ? Faut faire de l'européenne sur le PEA et devenir des spécialistes des valeurs européennes et chercher à trouver les meilleurs dossiers en Europe. À vrai dire, c'est tout le sens de ce que je fais sur cette chaîne depuis le début. C'est tout le sens de ce que je fais depuis très longtemps sur les marchés. C'est en Europe que ça m'intéresse, parce qu'à vrai dire, la fiscalité en France nous impose de rester en Europe. Intéressons-nous à l'Italie, intéressons-nous à l'Allemagne, intéressons-nous à la Scandinavie, intéressons-nous aux pays qui nous entourent. Il y a plein de superbes valeurs, et intégrons-les dans le PEA et vous verrez que vous ferez des gains très intéressants sur le sujet, et vous aurez une fiscalité très différente et beaucoup moins contraignante que ce que vous avez sur un compte titre. Alors vous allez me dire, du coup, le compte titre c'est n'importe quoi. À vrai dire, ce n'est pas vrai, puisqu'il est intéressant sur certains types d'actifs très particuliers qui vous permettront d'avoir une différenciation et d'avoir des investissements différents. Mais je voudrais revenir sur une chose aussi sur le compte titre et le PEA, quelque chose que j'entends tout le temps et qui est totalement faux. Il vaut mieux trader sur un compte titre et être investisseur long terme sur le PEA. C'est complètement faux, c'est l'inverse. Il faut être plutôt investisseur long terme, puisque vos plus-values seront imposées uniquement quand vous encaisserez le gain. Si vous faites courir une position pendant plusieurs années, vous aurez la possibilité de ne pas avoir d'imposition sur ce gain latent qui durera des années. Ça, c'est la première chose. La contrainte, c'est évidemment les dividendes éventuels que vous touchez sur une action qui seront, eux, imposés immédiatement. Dans le PEA, vous n'avez strictement aucune imposition immédiatement dans l'année où vous avez fait l'opération. Donc, si vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez, vous serez imposé de toute façon à la sortie au bout des 10 ans, comme je vous l'ai présenté dans cet exemple. Donc, tradez sur le PEA et soyez investisseurs sur les comptes titres. Et ça, c'est totalement à l'envers de ce que je vois un peu partout. Et sincèrement, c'est d'une logique sans fin, puisque c'est une logique fiscale et de sortie et de comment on paye l'impôt derrière. J'ai envie de dire que tous les gens qui cherchent des ETF spécifiques, je dirais, au PEA, c'est un peu une hérésie. C'est un peu une hérésie. Donc ça me fait doucement rire de voir qu'on a des éligibilités PEA sur les ETF, parce qu'à vrai dire, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est plutôt intéressant de le faire sur les comptes titres, même si vous voulez bénéficier évidemment de la fiscalité sur des ETF parce que vous feriez du trading. Mais finalement, en termes de stratégie, il vaut mieux avoir des placements un peu plus long terme sur la partie compte titres, avec notamment des foncières, les foncières qui n'ont pas accès au PEA, et puis vous avez d'autres types d'actifs, style des valeurs étrangères. Effectivement, vous pouvez acheter peut-être les fameuses 7 magnifiques qui permettent de profiter d'un mouvement haussier long terme sur ces valeurs-là, puisque c'est l'exception qui confirme la règle. Sur le marché américain, c'est elles qui sont vraiment ultra surperformantes par rapport au reste des marchés mondiaux. Et puis pour en finir avec cette histoire de PEA et de compte titre, à vrai dire, je vais vous parler d'une astuce, ou en tout cas quelque chose que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, parce qu'à vrai dire, il faut passer par l'idée que l'on a perdu de l'argent. Et quand on commence à trader, moi j'ai eu le cas quand j'ai repris le trading, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai cramé des comptes, et j'ai pas de honte à le dire, c'est avant de réussir, on passe par des phases difficiles, et à vrai dire, il y a un truc qui est très important.
vraiment très important, et qui est une astuce, mais qui est un truc qui est pas du tout connu. Vous pouvez parfaitement faire du trading pendant longtemps avec aucun impôt. Comment ça? À vrai dire, tout simplement parce que quand vous faites des moins-values, il faut remplir le fichier 2072 CMV au fur et à mesure des années, et vous avez la possibilité des moins-values que vous faites pendant une année, une deuxième année, une troisième année, jusqu'à une dizaine d'années récupérées par avoir fiscal la totalité des moins-values que vous avez faites. Je m'explique. Si vous perdez 2000 € la première année, vous perdez 3000 € la deuxième année, eh bien vous avez 10 années d'avoir fiscal sur ces 2000 et 3000 €. Alors ça c'est glissant. Et à vrai dire, ce qui est super intéressant dans ce que je viens de vous dire, c'est que si vous avez une phase difficile pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous accumulez des avoirs fiscaux potentiels et que vous allez récupérer quand vous allez faire des plus-values. Donc à vrai dire, on va dire par exemple, vous allez accumuler 3 années de suite 10 000 € en tout. Et bien quand vous allez repartir, vous allez gagner 2000 puis 3000 € de plus-value. Et bien vous allez déduire les moins-values que vous aviez faites jusqu'à 10 ans en arrière et vous allez pouvoir avoir 0 imposition concernant le compte titre. Je parle bien du compte titre. Donc à vrai dire, quand on commence en bourse et qu'on a fait des moins-values, et je sais qu'il y a des gens qui me regardent qui ont vécu ça, on est très nombreux à l'avoir vécu, même des grands traders, je peux vous certifier qu'il y en a qui le disent, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui le disent, et c'est la vérité, on ne gagne pas au début. Il y a quelques-uns, c'est 1%, c'est des génies, ils regardent pas cette vidéo. Mais les gens qui regardent cette vidéo sont soit des gens nouveaux, soit des gens qui cherchent à réussir dans le monde de la bourse. Et généralement, quand ils cherchent, c'est qu'ils n'ont pas trouvé et qu'ils ont perdu de l'argent. Surtout avec des marchés assez difficiles, comme on a vécu en 2022, et finalement aussi en 2023. À partir de ce moment-là, ce que je viens de vous dire, c'est une astuce géniale. Parce que vous allez faire le récap, vous allez revenir en arrière, vous allez rechercher vos moins-values que vous avez faites sur les années d'avant, vous pouvez remonter 10 ans. Donc là, on est en 2023, vous pouvez remonter jusqu'à 2013. Donc je vous dis quand même, ça peut représenter des sommes non négligeables pour certaines personnes, et c'est un avoir fiscal latent. Donc profitez-en. Donc la stratégie pour moi la meilleure, c'est pour tous les nouveaux, c'est de faire le PEA, mais pour ceux qui ont une ancienneté et qui ont eu ces déboires dont je parlais tout à l'heure, eh bien pour optimiser fiscalement l'environnement de trading que vous avez, il faut privilégier le compte titre tant que vous avez des avoirs fiscaux en cours, et une fois que c'est terminé, rebasculer vers le PEA pour pouvoir avoir une optimisation fiscale la meilleure qui soit dans cet environnement assez complexe. Et voilà, ça c'était l'astuce que j'avais à vous proposer. Pour en finir avec cette vidéo, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Eh bien, je vous remercie de mettre un like sur cette vidéo et aussi de me dire ce que vous en avez pensé. C'est comme ça que la vidéo sera vue par un maximum de monde. Voilà, on va enchaîner avec la suite de la vidéo un peu plus classique et on va aller faire un petit tour sur la macroéconomie de la semaine. Voilà, on attaque avec mardi, puisque lundi il n'y a pas eu de stats importantes, avec les ventes de logements existants aux États-Unis avec une chute, faut pas exagérer non plus, mais une baisse que l'on voit ici, avec on passe en dessous les 3 millions 7. On va aller voir un petit peu plus sur longue période ce que ça donne les ventes de logements. Voilà le graphique, je trouve qu'il est assez expressif, ça baisse mais c'est pas un crack, hein. Donc il y a eu une exagération ici, on est revenu à peu près à la normale et là on baisse lentement, mais c'est assez lent, il n'y a pas de décrochage encore sur les US sur le sujet. Alors ça peut venir, hein, mais pour l'instant c'est pas le cas. Allez, on revient sur les statistiques que l'on est habitué à regarder. Et donc c'est mercredi qu'on a aux US aussi un chiffre qui est assez important, c'est les commandes de biens durables où on est à 0. Ça y est, on est il y a plus de progression. Bon, faut dire ce qu'il est, ça ralentit, hein, faut être clair, on était à 0,2, on pensait 0,1, on fait 0. Voilà, on est au ralenti, ça va durer je pense, voilà, la question c'est est-ce qu'on fera une récession. J'ai fait un petit pari avec une personne très connue sur les réseaux sociaux cette semaine, on s'est vu cette semaine, et je lui ai parié que nous serions en récession économique sur les États-Unis au trimestre 3 de l'année 2024. Voilà, vous l'avez noté, je vous laisse enregistrer l'information. Les inscriptions au chômage sont aussi dans le même move. On diminue, on baisse lentement, c'est pas un effondrement. Pour l'instant, je dirais, voilà, on va tranquillement vers ce ralentissement. Tous les chiffres américains ont basculé, hein, qu'on soit clair, ils ont basculé vers un ralentissement clair. C'est pour ça qu'on entend les banques centrales de leur côté avoir un comportement où, maintenant on va se calmer. Et tiens, je vous partage un tweet que j'ai vu ce matin, parce que j'enregistre samedi matin. J'ai vu un tweet ce matin passé, et vous allez voir qu'il est assez expressif. Alors c'est pas de la Fed, mais c'est de la BCE, et il est très clair. Voilà, donc je vous ai mis la traduction, hein. Donc Lagarde déclare que la Banque centrale peut désormais observer l'impact de ces hausses de taux. Bon voilà, c'est clair. On n'aura plus de hausse de taux. On est vachement surpris.
sur cette chaîne, on avait un peu anticipé les choses, donc c'était assez évident. Mais voilà, donc c'est clairement dit, le marché va apprécier. Alors apparemment ça date de 8h30 ce matin. Donc si c'est vraiment le cas, j'ai peut-être une chance d'avoir un démarrage de semaine prochaine sur les indices assez intéressant, notamment en Europe. On verra bien. Allez, on repart sur notre tableau classique. Voilà, on va enchaîner avec jeudi si vous voulez bien. Donc jeudi, voilà, il y a le Thanksgiving aux États-Unis, c'était assez calme évidemment sur cette fin de semaine, mais ce qui est intéressant et ce qui est pour moi important, c'est que les chiffres qui tombent sont assez bons, et on a quand même les PMI. Alors les PMI, je rappelle ce que c'est. Les PMI, c'est un peu les indices, c'est des indices avancés. On consulte les directeurs d'achat de pas mal d'entreprises et on fait une statistique de leurs sentiments, et comme c'est les acheteurs, évidemment, ils sont un peu en anticipation dans le processus industriel de leur entreprise, et évidemment, ils donnent une tendance dans le futur, et la tendance est toujours négative, puisque le baromètre est positif au-dessus de 50, on est en dessous de 50, on est à 42 sur la France, sur le mois de novembre de prévu sur le manufacturier. Sur les services, c'est pareil. Par contre, ce qui est à noter, c'est qu'on est stable. Voilà, on est stable dans la morosité. C'est de la morosité, ça se dégrade plus. Et on a le PMI, lui, sur la partie manufacturière, donc industrielle, hein, pas de service, qui en Allemagne commence à repartir vers le haut. Il est un peu moins négatif. Donc voilà, l'Allemagne, elle a mangé dur, hein, faut dire ce qu'il est, hein, donc on peut pas aller non plus dans le trou, au fond du trou, mais ça rebondit un petit peu, le sentiment futur est un peu moins négatif. On va dire c'est normal qu'on soit si bas en Allemagne, puisque regardez bien, on a le chiffre qui est tombé vendredi, le PIB est passé en négatif sur le trimestre 3, donc on avait un trimestre à 0 le trimestre précédent, on a prévu moins 0,1, on a moins 0,1, on peut dire que l'Allemagne, ça on le savait déjà, est en récession, ce qui n'est pas le cas de la France. Je répète que la France est plus costaud, généralement dans ces moments de ralentissement, elle est moins forte quand ça monte, mais elle est aussi moins faible quand ça baisse. Voilà pour la macroéconomie pour les nuls. L'Allemagne, ça va mal, le business model allemand est vraiment remis en question de manière assez importante. Voilà, et puis le sentiment des affaires allemands, il reste morose, hein, on voit qu'il tourne autour de, il était à 86,9, il est à 87,3, ça remonte légèrement, c'est pas tout à fait ce qui était prévu, mais bon, voilà, globalement l'Allemagne c'est morose, mais c'est pas une catastrophe non plus. J'ai envie de vous dire, les beaux jours sont devant nous concernant l'Allemagne. Et il y a des belles choses à faire en Allemagne, à mon avis, un de ces quatre. On termine la semaine, et on va s'arrêter là-dessus, avec les PMI services américains, qui restent au-dessus de 50, qui sont un peu meilleurs que prévu, qui ont remonté. Donc vous voyez, comme quoi, alors c'est une prévision, attention, qu'on soit d'accord sur le sujet. Voilà, on a terminé avec la partie macroéconomique, mais si vous voulez bien, on va faire un petit tour sur les taux d'intérêt, parce que j'aurais vous faire voir un truc sur les taux d'intérêt qui permet quand même de bien comprendre dans quoi on est. On est à l'orée du ralentissement. On est à l'orée de la chute. C'est pour ça que je vous dis, les marchés montent, mais les marchés montent à contresens de ce que la macro dit. Alors évidemment, les taux d'intérêt baissent, on est content, on est super content, mais enfin bon, ce qui est important, c'est l'économie réelle. L'économie réelle est en train de vraiment ralentir. Donc, on a une perspective 2024 qui, pour moi, est pas très bonne, et on ira vers une récession faible. Pour moi en tout cas, parce que aujourd'hui l'ingénierie des banques centrales est quand même bien meilleure qu'avant. On refera pas les bêtises de 2008, on n'a pas les éléments pour faire la bêtise de 2008. Donc oui, récession peut-être, mais je suis pas un négativiste sur le sujet. Les banques centrales sont en train de gagner leur bataille après avoir eu un retard phénoménal en 2021. On est en train de voir les banques centrales vraiment bien gérer la situation. Moi j'ai envie de dire chapeau bas, et merci aussi la pyramide des âges de nous aider à faire que le plein emploi reste à peu près une donnée maintenant à peu près stable. Ça fait très longtemps que je le dis, mes vieux followers le savent très bien. Pour moi, on est dans une période longue où on n'aura pas de problème d'emploi avec les générations qui viennent. C'est mon avis, mais ça fait longtemps que je le pense, et je l'avais expliqué pourquoi la pyramide des âges étant l'essentiel de l'explication de ce phénomène. Allez, on va aller voir les taux, et je vais vous faire voir un truc sur les taux d'intérêt qui sont assez révélateurs que, voilà, on risque d'avoir des moments un peu difficiles sur les marchés boursiers, peut-être au premier semestre 2024. Alors, on a le 10 ans américain, ici, qui redescend. Alors, on est avec des bougies hebdomadaire, donc je vous laisse regarder un petit peu, on est rendu à 4,47, ça baisse, mais vous avez vu, c'est pas gagné, parce que le niveau de cassure c'est 4,30, et le niveau de cassure 4,30 on n'y est toujours pas, donc c'est pas gagné qu'on y aille franco à la baisse, c'est pas encore fait,
sachant qu'il y a aussi une oblique là, si on tirait une oblique ici, on en verrait une autre. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus de 4,34, j'ai envie de dire que c'est pas gagné du tout. Pour l'instant, c'est des pullbacks dans un marché haussier. Le retournement, il n'est pas encore fait. C'est le rebond de cette correction qui exprimera les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais faire voir, retenez bien 4,47, on va dire 4,5 pour être simple, aux États-Unis, sur le 10 ans américain, sur les prêts à 10 ans américains, sur ce qu'on appelle les OAT 10 ans. Eh bien, regardez le taux de rendement sur 2 ans. Le taux de rendement sur les taux à 2 ans, eux, sont restés autour de 5. Ce qui veut dire qu'on a un écart de 0,5 points. Alors ça s'appelle, je vais vous expliquer, ça s'appelle la courbe des taux. Et à vrai dire, normalement, les taux longs sont plus élevés que les taux courts. Et là, on a un taux court à 2 ans qui est autour de 5, quand on en a les taux longs à 4,5 sur 10 ans. À vrai dire, c'est révélateur, ça s'appelle la courbe des taux, et cette courbe des taux, elle n'est pas dans le bon sens. Et c'est considéré comme étant le signe d'une future récession dans les mois qui viennent. Alors, à vrai dire, ça fait un moment que ça dure, et ça fait un moment que tous les économistes disent ça va s'écrouler, ça va s'effondrer, et ça tient. À vrai dire, c'est pas ce qu'il faut faire en bourse, c'est pas écouter les économistes, c'est écouter des gens qui font de la macroéconomie et qui essayent de la caler sur les marchés financiers et d'avoir le timing. Et le timing aujourd'hui, il est de dire on fait des scénarios et on voit si ça marche. Mais je vous le dis, le mois de janvier sera essentiel. Pour l'instant, là, les traders sont très contents, hein. Ils ont les GAFAM qui ont fait plus que x2 dans l'année, ils gardent leur position, ils veulent garder leurs petits sous-sous dans leur poche, ils ont des primes à toucher au 31 décembre, mais je peux vous dire que le 1er janvier, ciao. Donc, c'est mon avis. Peut-être que j'ai tort. On n'a pas des chiffres très très sympas qui arrivent devant nous. Alors, vous allez me dire d'un autre côté, ce qui nous intéresse nous, c'est pas la macroéconomie, c'est les résultats des entreprises. Oui. Les résultats des entreprises viendront un peu plus tard dans l'année. Donc il y a des mouvements qui vont y avoir dans le trimestre ou dans le semestre qui vient, qui vont peut-être provoquer, parce que peur d'une grande récession, on va anticiper la catastrophe comme d'habitude, la bourse va exagérer, si c'est le cas, si elle le ressent, si elle a décidé de le faire, ça on verra bien si elle le fait, et on aura les éléments qui nous feront, que l'on verra à travers ce mouvement qui se mettrait en place. C'est pour ça qu'il faut pas anticiper, faut continuer à faire ce qu'on a à faire tant que voilà, parce que je peux parfaitement avoir tort. C'est juste un scénario, et un scénario, on voit s'il se réalise. Et pour moi, le scénario, c'est que les marchés devraient pricer quand même la peur d'une récession. Pricer la peur. Est-ce qu'elle aura lieu ? Eh ben oui, ils auront eu raison et on restera un peu plus bas, on ira un peu plus bas. S'ils ont tort, ça repartira. Voilà, c'est comme ça que ça se passe la bourse, et pour l'instant, y a rien à signaler, mais on a beaucoup d'éléments, beaucoup qui s'agglutinent pour dire que on arrive vers une période qui sera plus difficile. L'Europe est dans le dur, hein. L'Europe est dans le dur, mais les marchés sont focalisés sur les taux d'intérêt, et ils vont basculer. Et on sent on commence à sentir que c'est plus vraiment les taux d'intérêt qui sont importants, c'est les news d'économie réelle, la réalité, hein, le logement, la consommation, etc. Et c'est ça qui va faire que le chômage va se mettre en route. Et si le chômage se met en route, c'est là, je vous disais, c'est là la crise va se mettre en place. Mais pour l'instant, je vous le répète, la pyramide des âges fait que je vois pas un effondrement de l'emploi, je vois pas du tout ça, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, je le vois pas. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Et je rappelle que je ne suis pas le Père Noël ni Jésus. Voilà, donc pour la macroéconomie en ce qui me concerne. On va faire un dernier point, si vous voulez bien, sur le sujet de ce qui me fait dire que quand même il y a un souci sur l'activité mondiale. C'est les chiffres que je vais vous présenter tout de suite, notamment sur le pétrole. Alors donc le pétrole, moi je fais toujours le Brent par rapport à ça, et le pétrole, vous voyez, il a fait une semaine, on va peut-être se mettre en daily, ça va être plus intéressant. Voilà, on a eu une chute, un rebond, etc. Début de semaine, mais on voit bien que le rebond, il est déjà en train de s'essouffler. C'est révélateur, hein, ce que je vous disais, vu les éléments actuels géopolitiques et je dirais économiques, pour moi le baromètre c'est le pétrole. Le pétrole il dit pas beau, pas joli, on a fini la semaine vous voyez, sur la dernière journée on a fait moins 1,46. Donc pour moi le pétrole est assez révélateur de tout ce que je vous dis. Aussi on le regarde, et puis un dernier élément, on passe vite fait, mais je voulais vous le dire quand même, l'or est en train de repartir autour des $2000, c'est en train de travailler. J'avais fait une émission sur l'idée que l'or pouvait baisser à cause de phénomènes de découvertes qui seraient peut-être des fakes.
l'or est en train de dire j'ai peut-être envie d'aller voir plus haut, donc à partir de ce moment-là, s'il va voir plus haut, alors c'est pas fait, hein, c'est pas du tout fait, il faut vraiment que ça casse sur une unité de temps longue, au moins la semaine, au moins peut-être même le mois, avoir une bougie d'accélération sur des 2070, on est encore en dessous, mais c'est pas impossible que dans un stress de marché, on ait l'or qui accélère, donc l'or est très costaud et très résistant. Ouais, on a beaucoup de choses qui disent quand même que ça va chuter. Méfiez-vous, soyez court terme sur ce que vous faites. C'est mon avis, ça n'engage que moi, vous en faites ce que vous voulez. Voilà pour la macroéconomie, on a été un petit peu différent d'habitude, mais c'est pas un mal, il n'y avait pas grand chose sur les news cette semaine, donc on pouvait s'attarder autrement. On va enchaîner si vous voulez bien avec la minute crypto, rapidement on va aller faire le tour de nos actifs préférés que sont le Bitcoin et l'Ethereum. Alors notre Bitcoin, bah écoutez, très simplement, il est en train de continuer, hein. Vous voyez, dès que dans la semaine ça baisse, je vais agrandir, hop. Vous avez vu, quand ça baisse, ça rachète. Encore cette semaine, donc en gros, on est haussier. C'est très difficile de prendre une position dans cette configuration-là, parce qu'on n'a rien comme support, on sait pas trop où on est. C'était bien où je vous avais dit que ça m'intéressait, qu'il fallait rentrer. Maintenant, ceux qui sont dedans, bah, ils ont plus qu'à laisser courir, et ceux qui sont pas dedans, il n'y a plus qu'à attendre une forme graphique, quelque chose qui fasse qu'on puisse rentrer. À vrai dire, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, ce n'est plus le Bitcoin, je dirais, en termes de trading, mais c'est plutôt l'Ethereum. Vous allez voir que c'est beaucoup plus clair et qu'il y a quelque chose de très intéressant à surveiller. Voilà, nous voilà sur l'Ethereum. Je vous avais donné depuis un certain temps cette résistance ici que nous voyons au niveau de 2140. On va décaler un petit peu ici. Au niveau de 2135, à vrai dire, dollars, hein, on est tous en dollars. Et donc ça travaille un peu comme prévu, comme je l'avais envisagé. C'est un niveau qui est donc stratégique et qui est absolument à observer. Et qui, en cas de cassure vers les 2000, au-dessus de 2135, il faudra peut-être jouer une relance haussière. Mais pour l'instant, on est en train de latéraliser. On attend un retour en forme de l'Ethereum qui a quelques soucis. Et qui fait que c'est peut-être pas celui qui montera le plus dans un futur bull run des marchés cryptographiques. Voilà, donc je reviens en arrière. Donc ça travaille comme ça. On peut se mettre en daily pour que vous voyez un petit peu la forme que ça a. Voilà, en daily, alors c'est assez clair. On a accéléré, on a tapé, on a corrigé, on revient dessus, on se fait renvoyer. Donc j'ai envie de vous dire, on va agrandir comme ça. Ça ressemble à la tasse, puis la anse. Une petite latéralisation et l'accélération, ce serait le scénario parfait pour pouvoir avoir une accélération, je dirais, durable de l'Ethereum. Je dirais que voilà, donc vous allez me dire, bah quel plan? Bah un plan, j'en sais rien, mais moi je dirais qu'il faudrait attendre un retour autour des 1960, là à peu près par ici. Ça peut baisser un peu moins, hein, ça peut rester au-dessus de 2000. Mais en tout cas, ce qui est pour moi intéressant, c'est la cassure, ici, qui se révèle être vraiment le point où un trade pourrait être lancé, peut-être qu'il deviendrait un trade long terme, si ça voulait ne jamais revenir vers le bas. Voilà, c'est en tout cas l'idée que j'ai sur l'Ethereum actuellement. Voilà, j'en ai terminé avec la minute, hein. Minute crypto, on fait rapide. Pour l'instant, je dirais que le marché est intéressant sur d'autres actifs, et on va aller voir si c'est le cas sur les indices, puisque les indices ont peut-être réagi d'une certaine manière cette semaine, par rapport à ce que je vous disais dans la macroéconomie. Allez, on va aller voir ça. Darwin X Zero est le programme d'allocation de capital sans risquer le vôtre. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez de Darwin X Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques semaines. Sans contrainte, ni objectif irréalisable, et quelle que soit votre méthode, l'essentiel est votre performance qui peut attirer jusqu'à 3 millions d'euros sur votre stratégie gagnante. Vous n'aurez aucun capital à apporter. J'ai bien dit aucun capital. Bien au contraire, c'est votre compte virtuel sur Darwin X Zero qui vous permettra de collecter 15% des bénéfices que vous réaliserez, tout comme dans un fonds d'investissement. Alors devenez votre propre gestionnaire de capital pour 38 euros par mois, c'est la solution idéale pour tous les traders qui veulent réussir sans risquer leur propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur vos frais d'inscription avec le lien qui s'affiche sur votre écran et que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Et on commence par notre cacounet national et qui est en rebond assez important. Vous avez vu que le mois de novembre va se terminer dans quelques jours, mais on peut considérer déjà que le mois de novembre, il est très positif. Voilà, on verra bien si le rallye de Noël sera important cette année, mais j'ai envie de vous dire qu'il est bien entamé pour le moment. Allez, on va aller voir vite fait en hebdomadaire ce que l'on avait prévu, enfin en tout cas scénarisé, et qui semble se mettre bien en place. Voilà, je vous rappelle qu'on avait fait ce scénario qui est ici en violet. On n'a pas tout à fait touché le point qui était prévu, mais par contre, on va directement vers la case de ce que je pensais. Donc l'objectif, il est à 7460, on est à 7292. On a clôturé fin de semaine puisque j'enregistre samedi matin, et donc 7462 serait
bah ça serait la réalisation idéale du scénario que je vous propose. Alors ça peut aller un peu plus haut, ça peut ne pas aller tout à fait. Bon, j'ai envie de dire que le scénario est globalement réussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut considérer que notre rounding top est mort et que ce scénario n'existe plus. On va le faire disparaître tout de suite. Voilà, c'est fait. La petite résistance qui est devenue support, je l'ai remise en vert ici. Donc peut-être qu'à un moment donné, on pourrait revenir et essayer de toucher le 7000, le 7100. Bon, ça n'a pas la tête pour y aller. Vu ce qu'on vient de voir en macroéconomie et ce que vient de dire Lagarde, bon, je pense que ce sera pas le cas. Je me demande même si on n'aura pas un petit gap haussier lundi pour pouvoir aller chercher rapidement le niveau dont je vous parlais. On verra bien ce qu'il se passe, mais bon, voilà, on est toujours satisfaisant de voir que les scénarios que l'on met en place se réalisent. Allez, on va aller voir le DAX, où il en est rendu, s'il doit être avec une tête aussi intéressante que le CAC 40. Eh ben oui, tout à fait, voilà, donc j'attends de voir si le scénario du pullback sur cette oblique assez ancienne maintenant se fera. Ce sera peut-être la semaine prochaine, ce serait autour de 16 200. Ça peut aller traîner un peu en hauteur comme ça, et puis aller chercher le 16 500, je sais pas, on verra bien. En tout cas, bon voilà, la fin d'année se termine un petit peu, comme souvent d'ailleurs, assez positivement, quand les marchés ont été plutôt bienveillants cette année. Je dirais qu'ils ont été bienveillants sur les indices, sur les actions, je dirais que je préfère moi les small, ça n'était pas tout à fait le cas, c'est une année un peu bizarre qu'on a vécue, selon les marchés, selon les allocations que l'on a faites. Allez, on va aller voir les États-Unis tout de suite, ce que ça donne, notamment sur le Dow Jones. Voilà, ça vient chatouiller, j'agrandis un peu, ça vient chatouiller le niveau des 35 500. Je vous avais dit que c'était assez intéressant. On verra ce qui se passe ici, mais il y a quand même de l'opposition entre cette oblique ici qui pourrait être un pullback sur l'oblique et repartir vers le bas, et je dirais cette résistance aussi horizontale à 35 500. Bon, il y a du travail, le marché est haussier, c'est dans ces moments-là que tout le monde est content, tout le monde croit que ça va monter au ciel, et qui fait que ça monte pas au ciel. On verra bien la réaction du marché, on a le temps, pour l'instant il n'y a aucun signe. Alors attention, la semaine a été un peu galvaudée avec le Thanksgiving américain, on verra bien semaine prochaine ce que cela donne. Allez, on va aller voir pour finir la semaine du Nasdaq, voir ce qu'il a fait cette semaine. Eh bien, vous voyez, ça c'est intéressant, c'est que notre Nasdaq et il a essayé de monter, et il s'est fait renvoyer, et il clôture, alors je vous rappelle que la semaine est un peu galvaudée, il clôture ici, et ce qui fait que mon oblique est toujours pertinente pour l'instant. Alors je dis pas qu'elle est bonne, je dis juste qu'elle a de la pertinence. Ça vous donne un petit peu une façon de voir les choses, et ça peut vous permettre de faire des scénarios, de comprendre pourquoi il y a un renvoi de marché ici. Et ben écoutez, c'est certainement cette oblique ici qui est en train de nous gêner tranquillement. Bon, on verra bien, si ça tient, si elle a raison, et si elle a raison, on est plutôt sur la fin du marché haussier actuel, on verra bien. J'en suis pas convaincu, on va dire, je vous le dis tout de suite, je pense qu'on va attendre quand même la fin d'année pour corriger sur les marchés financiers, mais bon, ça peut latéraliser et faire du gloubi-boulga un petit peu ici avant de repartir vers le bas, mais j'ai peut-être tort, on n'en sait rien, on observe, on essaye de comprendre ce qui se passe, et c'est comme ça qu'on apprend la bourse. Donc voilà, j'en ai terminé avec les indices. Bon, globalement ça monte, faut profiter, je vois que les small rebondissent pas mal aussi, j'ai pas mal d'opportunités qui se présentent à moi, et on va aller voir ce que vous m'avez proposé comme valeur. On va voir aussi, je vais faire un plan, je vais faire un feedback sur une valeur sur laquelle j'avais proposé quelque chose et qui s'est réalisé parfaitement. Vous allez voir que c'était les performances, et puis on ira voir aussi les pépites. Enfin bref, il y a encore pas mal de choses à voir. C'est la deuxième partie de la vidéo, c'est la partie qui vous concerne, c'est celle qui vous appartient, et c'est celle qui est consacrée aux actions. Allez, c'est parti, juste après le disclaimer et la manière d'utiliser la biblio de Ricardo. Allez, c'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo, la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez, Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà, et vous allez aller taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai, c'est BNP, par exemple, une banque française,
et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait. Sur ce cas-ci, c'était il y a 2 mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois il y a un tiret qui peut vous embêter, qui fait que moi j'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si j'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez, et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je sois pas pénalisé, et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine, et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Puis on va commencer par faire un feedback sur une valeur dont on avait parlé dans une vidéo. Alors, on va dire, c'était pas dans les hebdos, mais c'était dans le CAC 40 intégral, et on avait parlé notamment de téléperformance, et vous allez voir que j'avais tiré une oblique parfaitement respectée. Allez, on va voir ça tout de suite sur téléperformance. Donc téléperf, j'avais tiré cette oblique verte là, pointillée. On va maintenant la marquer en ligne droite classique, et on a eu un rebond parfait autour de 99. On est actuellement à 130% de rebond. C'est très bien, les traders se sont amusés. Après s'être pris des calottes toute la descente, bon bah voilà, ils ont fait un rebond, c'est bien, bravo, félicitations. Vous avez juste remboursé une partie de vos pertes. Il y a eu du mouvement sur téléperformance en termes de macro, pardon, pas macro, en termes de fondamental. J'y crois pas. Je crois pas encore au rebond de téléperf. Par contre, on a peut-être marqué un point bas, ce qui est pas déconnant, hein, entre nous, après avoir été à 400, et à 100, bon, on va peut-être s'arrêter de baisser. Donc, je dirais que le gros effet de la baisse. Je pense que le rachat, enfin la remontée là ici, c'est du rachat de short partiellement en tout cas. Donc bon, on va voir ce que ça donne, mais je suis plutôt. Ils ont annoncé des chiffres mirobolants dans les années à venir. Moi, je suis pas convaincu encore que le marché en veuille, et je suis même convaincu que le marché est très sceptique. On verra. Donc si vous voulez bien sur téléperformance, on va rester avec modération. On va regarder vite fait l'hebdomadaire quand même s'il y avait quelque chose à faire en termes de trading. Ouais, il y avait quelque chose à faire, mais on est peut-être au bout. Je vais vous la marquer, on verra bien. Ici, voilà, hop, j'agrandis pour vous voyez. Donc il y a ce niveau-là, ça travaille là. J'ai peut-être tort, hein, j'en sais rien, ça va peut-être remonter ici. Ça c'est du trading, c'est pas du tout de l'investissement. Bon, je pense que le gros effet, mais c'est pas interdit que ça aille descendre à 80 ou un peu plus, voilà, on verra bien. Mais c'est trop tôt dans le processus téléperformance pour pouvoir avoir des certitudes sur le sujet. Voilà pour téléperf. Mais bon, je suis assez content quand même de voir que, vous voyez, hein, ça a été respecté à quasiment pile poil cette oblique, et on était en train de se casser la figure. Je crois qu'on était plutôt par ici, et voilà, on a touché un point bas. Bravo à ceux qui achètent des retournements de tendance et qui l'ont fait et qui l'ont pris là. Voilà. Bon, tant mieux, ça veut dire qu'on comprend bien le marché, on comprend bien les graphes, et c'est tant mieux. Bon, il y avait une news derrière aussi qui a fait rebondir, mais moi je suis pas hyper fan de cette news, c'est mon avis. Voilà, allez, on enchaîne sur les valeurs que vous m'avez données, et avant ça je voudrais quand même faire un point sur, voilà, vous avez été très nombreux. 16 ou 17 personnes à me donner des valeurs, donc là je vais pas pouvoir tout faire. Donc ceux que je sais qui sont un peu habitués à la vidéo, je vous invite à renouveler votre demande dans une future vidéo. Je vais me concentrer sur des gens qui sont un peu plus discrets et qui vont me proposer une valeur. Et puis j'ai regardé aussi les titres, il y a des titres qui sont un peu plus intéressants que d'autres, sinon ça faisait une vidéo de 2 heures. Et je vous rappelle que je fais pas les valeurs américaines, il y a beaucoup qui m'ont demandé. Et aussi je vous sollicite pour mettre les prénoms. Mettez les prénoms, c'est plus sympa, et ça donne une vidéo un peu plus humaine. Voilà pour les petites recommandations. Et on va attaquer avec Mathieu qui m'a parlé d'une valeur. On va partir directement dans le nord de l'Europe. On va aller voir le Père Noël du côté de la Finlande avec une société qui s'appelle Mezzo. Et on va aller voir ça tout de suite. Et donc nous voilà sur le graphe, je dirais mensuel les bougies sont mensuelles sur Mezzo, donc ça monte lentement. C'est une société qui est dans la fabrication de machines pour l'exploitation minière. On va dire que c'est des gens. C'est un petit peu comme Caterpillar, on va dire, pour être simple, par rapport à ce qu'ils font. Ce qui me concerne, tu vois, je t'ai mis une oblique ici, là, où on peut aller chercher le niveau bas. Ça a rebondi parce que le marché repart à la hausse, mais fondamentalement, j'ai regardé, hein, je suis désolé Mathieu, je vois pas trop l'intérêt du dossier. Je vois pas, à moins que tu aies vu quelque chose de particulier, mais le marché, lui, il l'a pas vu.
Et je dirais que c'est pas un dossier sur lequel on va faire fortune, à mon avis. C'est mon avis, mezzo. Alors attention, hein, les valeurs scandinaves sont intéressantes, mais pas toutes. Et à vrai dire, c'est pas. Enfin bon, voilà. Je suis pas fan du dossier que tu me proposes, hein, mais t'as le droit de l'apprécier. En tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est un peu au milieu de rien au niveau mensuel. On va essayer de voir en hebdomadaire s'il y a quelque chose à faire au niveau graphique, mais je dirais que globalement, j'attends pas grand-chose de ce dossier-là. Ce serait intéressant d'être acheteur plutôt sur ce niveau-là de 7,50 là, 7,60. Ça serait peut-être le niveau sympa si tu pensais que ça va devenir 12. Ça ferait x2, ce qui est à peine x2, mais ça serait déjà pas mal. En hebdomadaire, je trouve que effectivement on est arrivé à un niveau en plus qui est assez difficile. Là, ça peut frotter, hein, ça réagit, tu vois, regarde, ça réagit ici plutôt négativement. Bon, je sais pas trop. Hein, si le marché est très bullish en fin d'année, ça peut partir plus haut, mais voilà, je suis pas plus fan que ça. Alors ça rebondit à un endroit pas si bête que ça, parce que si tu enlèves les mèches ici de ces points bas, eh ben tu te retrouves à avoir la réaction du marché. Donc c'est pas spécialement négatif, qu'on soit très clair, mais c'est pas spécialement positif, et fondamentalement, j'attends pas grand-chose d'un dossier de ce type-là. C'est peut-être le niveau, je dis n'importe quoi, hein, peut-être, mais peut-être niveau de 6 qui pourrait être intéressant à un moment donné sur un effondrement boursier, une baisse due à tout ce que j'ai dit macroéconomiquement sur 2024, ça pourrait être peut-être sympa. Alors, sincèrement, il y a autre chose à faire. Au niveau de la Finlande, à mon avis, en tout cas, voilà. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec Paul Dou. Alors Paul Dou, tu me donnes ton prénom s'il te plaît, et je vais travailler un dossier que tu m'as demandé plusieurs fois qui s'appelle InVibes, et on avait déjà traité ce dossier-là. On va aller vérifier ce qu'il se passe sur ce dossier-là. Alors il se trouve que InVibes, on l'avait déjà bossé, et j'avais mis un support à peu près au niveau de 4,40 €, et en mensuel, ce que j'avais dit, touché une fois, donc j'avais dû tracer ça suite à ça, c'est revenu dessus, et ça a travaillé, mais ça a pas l'air de vouloir aller plus bas. Enfin, c'est pareil, hein, une résistance à 4,40 € quand on vient de 23. Voilà, donc faut quand même rappeler, je ne suis pas rabat-joie sur le sujet, je l'avais mise dans les pépites, je trouvais que le dossier était super intéressant, et puis il y a des news qui ont explosé le dossier. Je sais qu'il y a des gens qui sont restés dedans, des gens têtus. Il faut pas être têtu en bourse. La bourse, c'est l'inverse du têtu. Il faut pas être têtu. Si t'es têtu, tu perds beaucoup d'argent. Le problème, c'est que les gens savent pas exactement ce qui se passe sur les marchés, et du coup, ils sont en mode espoir, ils laissent tomber, ils font pas de fondamental, ils regardent des graphiques, après ils espèrent, ils savent qu'ils perdent de l'argent, mais ils en perdent de plus en plus, et puis après, ils ont tout perdu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les marchés financiers habituels. En tout cas, c'est comme ça que je trouve que ça se passe souvent avec les particuliers qui ne se forment pas. Alors, je sais que je suis formateur, je suis en train de vendre ma petite boutique, mais voilà, vous perdez de l'argent, vous voulez pas en investir sur les formations et vous vous retrouvez en catastrophe. Moi, j'ai su ici à la cassure, tiens, je peux te la remettre. Donc, tu vois, je l'ai remise là, ici. J'ai acheté ici, je me suis fait dégommer par là et je suis sorti. Merci, au revoir, parce que je savais lire ce qui se passait. Et voilà. Donc voilà, Paul Dou, hein, je te remercie pour me l'avoir sollicité. Je peux te faire voir un petit vite fait en graphique. Je vais aller voir vite fait les fondamentaux, comme s'il y a un truc qui a bougé depuis. J'en suis très douteux, mais je vais aller voir quand même. Ouais, rien à espérer. Allez, on va aller voir le graphique vite fait en hebdomadaire quand même. Voilà, je t'avais mis, tiens, on avait toujours les petits bonhommes là. Toi, j'avais mis ça, négatif ici, positif, ça passait au-dessus, ça passe pas parce qu'il n'y a pas de fondamentaux. J'étais positif plutôt ici. J'ai envie de dire celui qui aurait tenu la position, il est un peu au-dessus, mais enfin, il est passé par du négatif. Ce qui était assez compliqué quand même. Mon graphique est pas costaud, qui tient pas les supports, les niveaux, il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'intervenant, je dirais intéressant, si ce n'est il y a un peu de rachat, mais c'est quelques milliers de valeurs, c'est pas du tout intéressant, donc voilà, rien à faire. Je suis désolé Paul Dou, je passe à autre chose concernant ce dossier-là. Il est cramé pour un bon moment, alors il va bouger, ça se trade, mais ça ne s'investit pas, à mon humble avis. Je répète que je ne suis pas votre conseiller, je suis juste quelqu'un qui donne son avis sur des valeurs que vous me proposez. Allez, on va enchaîner. Merci Paul Dou, s'il n'hésite pas à me redonner des valeurs avec ton prénom. On va enchaîner avec Philippe qui m'a proposé AB Science, et on va aller regarder ça de plus près. Voilà, donc Philippe, c'est Philippe, c'est un petit nouveau sur la chaîne, parce que sinon, si ça faisait longtemps qu'il écoutait, il saurait que moi je déteste les valeurs biotech, et notamment les françaises, et AB, c'est une biotech française. Et voilà, le mode espoir, etc. Je suis en train de voir un truc. Voilà, je pense qu'on a un grand range. Voilà. Alors AB, je vais te dire pourquoi je les ai quand même choisis, parce que je voulais faire un rappel sur les biotech. Arrêtez avec les biotech, c'est du n'importe quoi. Ça c'est la première chose, notamment les françaises, mais j'ai envie de dire partout ailleurs. Il y a quelques gens qui sont très connaisseurs et qui arrivent à trouver des trucs, mais c'est très complexe.
Je le dis aux gens des corps médicaux, plus vous allez dans votre domaine, plus vous avez de la sensibilité et vous n'êtes pas du tout objectif. Résultat, généralement, les gens du monde médical se font dégommer parce qu'ils croient dans la future, je ne sais quoi, ce futur traitement de ceci ou de cela. À vrai dire, le monde médical, c'est un monde très compliqué à suivre. Il y a des choses intéressantes, mais surtout certainement pas dans les biotech, pour 1 million de raisons que je pourrais vous expliquer. Mais voilà, faut pas faire. Donc merci Philippe de m'en avoir parlé. J'en parle aussi parce que j'ai un élève qui m'a dit, et ça peut s'entendre. Il travaille sur des maladies diverses et variées. Il est concerné personnellement par ça et il a décidé de mettre un billet. À vrai dire, c'est plus de la charité qu'autre chose. Donc moi, vous faites ce que vous voulez, mais il l'a fait, il m'a expliqué pourquoi, j'ai dit mais pourquoi tu vas là-dessus, et il m'a dit non c'est personnel, etc. Et là j'ai pas de souci du tout avec ça. À vrai dire c'est ça que je voulais te dire, et merci Philippe de m'avoir donné l'occasion, parce que je me rappelle très bien, et c'est Jean-Baptiste, je pense à toi, je sais pas si tu regardes encore mes vidéos, mais ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, et à vrai dire ça s'entend, mais on est dans le mécénat, mais pas du tout dans l'investissement boursier, quoi. C'est mon avis. Voilà. Allez, graphiquement, t'es sur un support, rebond de Dida pas terrible, hein, qu'on soit clair, mais c'est là que ça se fait si on devait acheter, si on croyait en AB Science, absolument. Effectivement là que ça se fait, puis tu passes en dessous, tu t'en vas. Mais sincèrement, hormis ce que je viens de dire, il n'y a pas d'intérêt, on va la regarder en hebdomadaire, vite fait, s'il y avait quelque chose à gratouiller. Voilà, je t'ai tracé une sorte de canal un peu mal foutu, sur lequel on rebondit un moment intelligent, et ça rebondit pas fort, il n'y a pas de volume d'affaires, hein, qu'on soit très clair, bon, voilà. Rien à faire. On s'arrête là-dessus Philippe, je te remercie pour m'avoir donné ta valeur, et puis tu m'en as donné d'autres, alors certains m'en ont donné plusieurs, je suis désolé, mais pour que la vidéo dure pas trop longtemps, vous n'hésitez pas à me les reproposer dans cette vidéo pour la semaine suivante, pour la vidéo suivante. Voilà, merci Philippe, et on va passer à Fabrice qui m'a sollicité sur un dossier. C'est très intéressant que tu me sollicites parce que j'étais assez convaincu de ce qui se passe, et tu m'as parlé de Carbios, qui est vraiment une pépite. Ouais, une pépite, mais pas sûr que ce soit une pépite si costaud que ça. Alors voilà le graphe au niveau mensuel quand même sur Carbios. Alors on est effectivement sur un point technique hyper intéressant, puisqu'il y a des points de contact ici, ici. Ça c'est l'introduction en bourse, hein, de Carbios. Donc là on est sur, je dirais, un moment important, mais où la réaction du marché, elle est vraiment pas terrible. Autant là, elle avait été hyper accélérante, autant là, ça fait 3 mois que t'es en train de patauger dans la semoule. Ça pue, hein. Ça pue pour aller plus bas et aller faire autre chose en termes de graphique, même si c'est effectivement là qu'il faut s'intéresser, si tu y crois. Et moi j'y crois plus, et plus j'avance, plus le temps passe, et moins j'y crois. Alors, je te le dis quand même, moi je l'ai tradé cette valeur, je l'ai tradé ici, parce que je la surveillais ici. Et j'ai acheté, je sais plus quel niveau, j'ai dû acheter la cassure, je pense que j'ai acheté la cassure ici, et j'ai dû vendre, j'ai fait x2. Et j'aurais pu faire, elle était à 10, elle est montée à 60, j'aurais pu faire x6. Je sais que je me suis pas mal mordu les doigts de pas avoir conservé au moins une partie de ma position. Mais bon, j'ai dû faire un x2 dessus, parce que ça reste embryonnaire, quoi. Ça reste embryonnaire. Tout le monde adore Carbios. Tout le monde est fan, mais le graphique commence à tirer la tête, et on va regarder ça en hebdomadaire. Voilà en hebdomadaire ce que j'ai à te proposer. Donc on retrouve notre oblique ici, hein, ça a bien rebondi une première fois, mais c'est un rebond, ça remonte en crabe, hein, donc ça pue pour pas tenir. Et je pense qu'il y a cet oblique là qui a permis de tenir le marché. Donc tu peux parfaitement aller chercher un peu plus bas. Ça j'ai agrandi. Tu te fais casser ton truc, tout le monde a les stops qui se font péter. Et les gros rachètent si ils pensent que c'est une valeur d'avenir. Mais je te le dis quand même, là, les bougies rouges, là, accélérantes, avec du volume d'affaires assez important, ça pue. Ça a accéléré avec du volume, ça a été refoulé avec encore plus de volume. Je te le dis, moi, Carbios, ça fait trop longtemps que ça traîne, ça fait trop longtemps qu'ils perdent de l'argent. La technologie est exceptionnelle, mais J'allais dire un mot vulgaire, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils la lancent quand, leur usine? Ils la lancent quand, leur production? Ils la lancent quand ça fait des années qu'ils repoussent les échéances. Tu sais, le marché, il aime pas ça, hein. Donc tu attends, et tu verras le jour où ça annoncera des choses concrètes, et tu verras le marché, il achètera, et ce sera là qu'on devra s'intéresser au sujet. Et pour l'instant, Carbios, je pense qu'on est peut-être à l'orée d'une grande déception, peut-être. Mais voilà, et Dieu sait que j'y ai cru à ce projet-là, parce que j'ai travaillé dans le déchet, donc et dans les déchets plastiques, donc je sais très bien ce qu'ils font, je connais le dossier par cœur. Ouais, c'est comme vous y mettez, quoi.
Voilà, je te remercie donc pour m'avoir donné ce dossier, Fabrice, mais il me plaît pas du tout et sa configuration me plaît pas du tout, soit Fonda ou graphique. On a Romain qui m'a parlé de Eurobio scientifique, et oui, ça sent le Covid, le comeback du Covid, et on me reparle de valeur Covid. Eh bien, je vais te décevoir, mais bon, il se trouve qu'Eurobio scientifique, c'est plutôt celle qu'il fallait me donner. Alors, pourquoi il fallait me la donner? Eh bien, parce que tout simplement, et je te jure que c'est vrai, elle était dans les pépites ici. Et je crois qu'elle est sortie des pépites ici. Donc, j'ai eu tort. Bon, bref, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr sur Eurobio scientifique, c'est la valeur la plus intéressante. Qu'on soit très clair, hein. C'est la valeur la plus intéressante dans les valeurs Covid. Voilà, ça c'est clair. C'est vraiment une belle société. Alors c'est pas une belle société dans le sens où ils étaient dans le move du Covid, c'est que c'est des gens qui ont su réinvestir l'argent. Ils ont gagné plein d'argent, hein, qu'on soit clair, mais ils ont réinvesti. Contrairement à des noobs style Novacite qui sont mauvais, très mauvais. C'est vraiment un management d'amateurs et qui ont reperdu tout plein de contrats et qui se sont effondrés en bourse suite à la montée. C'est-à-dire que vous avez, tiens, je vais vous faire voir le graphe très rapidement. Voilà, Novacite, on est les plus beaux, on est les plus forts, on a le produit qu'il faut. Ouais, mais vous êtes nuls, c'est pas bien, c'est pas livré. Merci, au revoir. Là, ça, c'est la différence entre une belle boîte et une mauvaise boîte. Très simple. Donc, on revient sur notre Eurobio scientifique. Donc, mieux construit, la baisse ici, elle est compréhensible, hein. Les chiffres d'affaires sont en forte baisse mais ça baisse pas tant que ça. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur la valeur. Alors, on va aller voir en hebdomadaire, si tu veux bien, pour compléter un peu l'information. Alors oui, je te le dis quand même, avant de passer sur la partie un peu plus graphique. Sincèrement, moi j'aime toujours Eurobio scientifique, mais j'attends que la pilule se digère. Tu sais, des graphes comme ça dure des années, hein. D'ailleurs, là, c'est depuis, entre guillemets, c'est rentré dans ce biseau depuis 2021. Et en gros, si t'as acheté 21 ou 17, t'es à peu près... voilà, t'as rien fait, quoi. Donc, faut laisser faire, faut attendre. Ce rebond-là, que je te vois ici, là, tu sais très bien, si tu me l'as demandé, je sais très bien pourquoi tu me l'as dit, c'est parce qu'il y a un soupçon de retour de Covid. D'ailleurs, c'est plutôt en Chine qu'ailleurs. Donc, sincèrement, oui, c'est une maladie comme une autre maintenant, hein. Vous avez l'espoir que ça reparte, qu'il y ait plein de morts pour qu'on revive un délire sur les valeurs Covid. Bon, c'est un espoir un petit peu vicieux, mais non, faut pas attendre ça. Donc, si tu veux, graphiquement, t'as quand même cette oblique qui est super intéressante et qui a vraiment un point de support, voilà, qui a été réactif à multiples reprises. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je pense que ici, ça va frotter. Je t'ai mis en pointillé, parce que j'ai 2 points de contact exacts. J'en ai un troisième ici, là, qui est pas trop mal. Ça, faut que ça passe, c'est pas gagné, mais ça peut travailler et casser, et ça sera intéressant pour toi de rentrer à ce moment-là. Voilà pour Eurobio scientifique. Franchement, c'est la valeur que je préfère dans les valeurs dites Covid, et c'était le cas avant. Je rappelle qu'elle était dans les pépites à 3 €. Elle est à 16,17. Bon, c'est comme ça. Ça m'arrive de me tromper. Enfin bon, se tromper quand on a fait x2 ou x3 sur le titre dans les pépites, c'est déjà pas mal. On va continuer en France et on va aller chez Jérémy qui m'a proposé un dossier qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Fontaine Pajot. Et voilà, Fontaine Pajot sur du mensuel. Alors c'est une belle valeur, hein, c'est une superbe entreprise. On a l'accélération du début qui se retrouve en 2013. Ça fait 10 ans que ça monte. Alors ça bouge, hein, attention, hein, mais voilà, c'est un dossier haussier qui est super intéressant sur longue période. Je rappelle quand même que de 10 à 15, on a fait x15, on a redescendu, etc. Et on est en train de latéraliser. Et je t'avoue, Jérémy, que tu vas être très content de m'avoir parlé de ce dossier-là, parce que je vais en reparler en fin de vidéo, si tu vois ce que je veux dire. Allez, on regarde ça vite fait sur l'hebdomadaire. Donc voilà, hein, j'ai mis un support assez évident qui a été très réactif. Je trouve que c'est en train de faire une sorte de toboggan à l'envers, là, c'est en train de monter, en train de latéraliser depuis un certain temps. Et nous avons en hebdomadaire pas mal de choses intéressantes. Alors oui, il y a aussi peut-être un point de friction à 150 €. On est à 104, hein, si on y va, on aura fait 50% de gain, c'est déjà super. Mais je trouve intéressant cette réaction de marché ici, très bonne, avec, je dirais, en plus une petite latéralisation ici, j'agrandis, qui est très bien construite. À vrai dire, tu as vraiment une opposition à 107,50 à plusieurs reprises, elle est travaillée comme il faut, et on a un support autour de 100. À vrai dire, ce que je veux te dire, c'est que voilà, on cherche à attendre soit la cassure ici, soit le support ici. Si ça casse en dessous, tu t'en vas et t'attends une autre configuration plus intéressante. Mais Fontaine Pajot, sincèrement, c'est très intéressant. Fondamentalement, je vous le dis, j'ai à peu près tout réuni de ce qui m'intéresse sur le dossier. Et c'est pour ça qu'on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Je pense que vous commencez à vous douter de ce que je vais dire. Et à vrai dire, on ne s'est pas du tout communiqué avec Jérémy.
mais moi personnellement je trouve que ce dossier est vraiment très très intéressant. J'ai cru voir, je sais plus si c'est toi qui m'as dit ou quelqu'un d'autre m'a dit par rapport à Katana. Katana, moi je l'ai jamais rentré dans les pépites, mais je l'ai tradé, j'ai acheté le point bas du Covid, j'avais acheté à 2 €. Et j'ai lâché la position, mais je trouve que Katana est moins intéressante en ce moment que Fountain Pajot. Si c'était ça ta question, voilà, t'as la réponse dans cette vidéo. Allez, on enchaîne avec le titre suivant. J'en reparle plus tard de Fountain Pajot, donc tu t'inquiètes pas. On va enchaîner donc avec Jonathan qui m'a parlé de Euronav, une valeur belge qui est adorée par un influenceur que je connais très bien. Salut Julien. Et je vais pas être d'accord avec lui. Voilà. Allez, on enchaîne avec Euronav. Donc voilà, je t'ai fait un graphe avec des obliques divers et variés. Je trouve qu'il est intéressant. Alors historiquement, voilà, le niveau de 19, il est quand même assez embêtant. On va regarder vite fait les dividendes. Voilà, c'est une valeur dividende intéressante, sincèrement, puisque on est haussier quand les dividendes arrivent ici. Tu vois, ça accélère fort. Et sans les dividendes, là, on travaille les prix et le graphe. Bon, voilà, c'est pour des acheteurs très long terme qui croient dans le pétrole et le futur du pétrole. C'est aussi pour ça que je suis pas très fan. Alors dire, c'est une belle valeur, hein, ça gagne plein d'argent, blablabli, blablabla. J'ai pas de souci. Hein, c'est pas du fondamental, je dirais financier. C'est plutôt de l'état d'esprit dans lequel on est sur ces achats des transporteurs de pétrole. Je suis pas fan, quoi. Je suis pas fan du tout. Et puis vu ce qui va se passer sur le pétrole, à mon avis, à mon goût, avec une clisounette économique, on peut avoir des rechutes sur ce type de titres-là qui sont assez cycliques quand même. Voilà, bon, c'est haussier, mais je trouve que dans le pétrole, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire que ça, si vous êtes vraiment passionné du pétrole, ce qui n'est, et vous le savez tous, les vieux qui me suivent, vous savez tous très bien que je suis pas fan du tout des matières premières et encore moins du pétrole. Alors, ça a monté, c'est pas pour ça que ça me donne raison, hein, graphiquement, mais ça a monté, c'est intéressant, ça va travailler, je pense. Alors, ce qui serait bien pour toi, c'est que ça revienne taper dans 19, 19-20, que ça joue et que ça casse sérieusement. On est sur une unité de temps mensuelle, donc c'est quand même assez compliqué de patienter un mois pour voir si on a eu raison. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est un peu au milieu de rien, à mon goût. On va regarder en hebdomadaire s'il y a quelque chose de plus sympa à voir sur le graphique. Et sur le graphique, je dirais en hebdomadaire, j'ai peut-être cette petite oblique que je t'ai rajoutée. Alors tu vois là, j'ai ma fameuse oblique là qui est à mon avis très pertinente. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Et puis sinon, si ça voulait tenir là, ça a l'air de vouloir le faire un petit peu quand même. Et ben, tu casses et puis tu vas chercher. Mais ça c'est du trading, c'est pas de l'investissement. Pour moi, l'investisseur qu'aurait dû acheter, c'était, je dirais, dans les moments les plus difficiles de 2020, où on était autour de 6 ou 7 euros, et aujourd'hui on est à 19. Si on rajoute les dividendes, c'est multiplication par 3 de ton patrimoine, donc c'est très bien. Pour moi, le gros est fait. Elle est pas chère, je sais, je vois les chiffres, je sais très bien. Ça peut monter, mais ça peut mettre du temps avant de le faire, si tu veux. Il y a des choses plus dynamiques, plus punchy, plus sympas, plus réguliers, et beaucoup plus sûres dans le temps que des valeurs comme ça. C'est mon avis. Voilà, ça n'empêche pas qu'on peut apprécier le dossier, il n'y a pas de souci sur le sujet. Merci Jonathan pour ta proposition, puis on va enchaîner si vous voulez bien, avec Jean-Baptiste qui nous emmène en Espagne avec un dossier qui s'appelle Prosegur. Alors voilà le graphe de Prosegur sur longue période avec des bougies mensuelles, hein. On voit bien l'effondrement de 7 et on a touché le niveau de 1,5, donc c'est très important, on est dans la sécurité. Le code de Prosegur c'est PSG. Non, je ne suis pas un anti-parisien du tout. Un tout petit peu. Footballistiquement parlant, que je sois d'accord. Il y a un rebond très fort mensuel ici, un moment intelligent, tu te dis, ah ça y est, c'est la fin de la baisse. Non, je suis pas d'accord. Je trouve que le dossier est assez gênant et me perturbe, et à vrai dire, quand je comprends pas un truc et je sais pas tout, j'ai pas tous les éléments, je me sauve, et c'est plutôt mon envie que j'ai sur Prosegur. En hebdomadaire, on voit bien l'accélération ici, et je vais te mettre un daily exprès pour que tu vois bien ce qui s'est passé. Je pense que tu l'as vu. Il y a eu un énorme gap ici, une accélération, etc. Pourquoi? Parce que la propriétaire principal de Prosegur a décidé une OPA sur 15% du capital global. Donc je suis très étonné déjà de faire une OPA partielle, mais elle est en train de rincer un petit peu le marché, ça va devenir un dossier illiquide. On est baissier sur longue période, en hebdomadaire, on est baissier. Je comprends pas, je suis loin, j'ai pas étudié le dossier, je comprends pas le comportement de cette personne-là. Il y a une grosse résistance mensuelle ici qu'il faut passer, donc j'ai envie de te dire, tu attends que ça travaille ici. Si ça travaille bien en latéralisant pendant un certain temps, pam, tu casses. Mais tu as quand même une petite oblique aussi à passer. Enfin, tu as pas mal de monde à passer avant de casser et de lancer
Voilà, mais franchement, fondamentalement, le dossier m'intéresse pas du tout, quoi. Voilà, je te remercie quand même de m'avoir proposé ce dossier-là, Jean-Baptiste. Il y a autre chose que de la sécurité, hein. Je sais que tu m'as proposé Securitas aussi. Il y a d'autres choses que ça, hein. La sécurité, c'est très bien, mais il y a autre chose sur le sujet. C'est plutôt des dossiers qui sont pas très bullish globalement. Donc essayer de voir des secteurs d'activité différents. Allez, on enchaîne avec Florian qui me parle d'une valeur que j'adore, qui s'appelle Evolution et qui est en Scandinavie. Alors voilà le graphe de Evolution sur longue période, hein, puisque j'ai le graphique depuis 2016. En gros, en même pas 10 ans, vous passez de 27 à... Actuellement, on est à 1100, mais on est monté à 1600. Voilà, c'est des progressions phénoménales. C'est vrai que des dossiers comme ça, c'est quand même super intéressant. Tu as plein de points d'entrée long terme. Hein. Ici, il a peut-être... il a failli être invalidé, mais ici, c'est pareil. Puis après, voilà, c'est une boule run de fou. 2020, évidemment. Pourquoi ? Parce que Evolution, c'est un très gros dans les jeux en ligne, notamment de casino. Ils font peut-être d'autres activités, mais enfin voilà... Une fois que je sais ce qu'ils font et que ça m'intéresse, je cherche plus à comprendre. Je viens de voir un truc, je vais modifier quelque chose. Ouais, l'oblique là, c'est pas la bonne. Elle est comme ça. Voilà. Donc Evolution, elle a rebondi, hein, donc du coup sur cette oblique là qui est traversière, on va dire. Le support est intéressant. Deux options. Soit tu suis le couloir que j'ai tracé avec la borne rouge ici, la borne verte en dessous, donc tu irais chercher un peu plus bas vers les 600, et ce serait un point d'entrée super sympa, avec une valorisation qui deviendrait vraiment pas chère parce que bah tu divises par deux. Donc, par rapport au chiffre actuel. Pas sûr que ça se passe comme ça peut aussi s'arrêter à 800, enfin bref, on verra bien, dans un cadre d'une crise, etc. La Suède, ça allait pas très fort, ça va un peu mieux maintenant, mais la Suède, c'était pas terrible, maintenant ça va un peu mieux, donc voilà, c'est une des grosses valeurs, des super valeurs scandinaves, qu'on n'en trouve que là-bas, dans le marché européen. Je reviens pas sur ce qu'on a dit en début de vidéo. Alors, Evolution, le problème c'est qu'il y a eu ici, il y a eu une attaque, moi je ne m'étonne plus, aux États-Unis, quand tu attaques le marché américain, t'es tranquille, tu vas te faire dégommer, je vois ça sur Novo Nordisk aussi, tu te fais dégommer par les lobbies américains des grands groupes qui veulent surtout pas que tu prennes le dessus. Les Américains sont très forts pour ça. C'est pour ça que quand il y a des gens qui disent je suis un anti-américain, je peux les comprendre parce que je vois des choses au niveau boursier, c'est vraiment... ils sont infects, ils s'étonnent que les gens les détestent, mais ils le cherchent vraiment, quoi. Et à vrai dire, c'est pas pour ça que j'adhère à l'idée communiste, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais Evolution, il s'avère que ça rebondit parce que le marché a rebondi, mais en gros, voilà, c'est la pause. C'est la pause après un run phénoménal, donc ça va durer longtemps. Donc tu en fais ce que tu veux, mais je trouve que ton choix de valeur il est bien, mais faut attendre le moment où il faut. On va essayer de voir en hebdomadaire s'il y a des choses à faire, mais je trouve que c'est pas le moment. C'est pas le moment et ça peut aller plus bas. Voilà, je t'ai mis, alors je pense qu'il y a une sorte de canal qui peut se créer là entre la borne 1139 où on est plutôt en haut et la borne 982. Hop, j'agrandis pour que tu vois mieux. Tu vois, il y a eu des points de contact ici, il y en a ainsi un petit peu ici. Donc faut laisser construire. J'ai envie de dire que l'intervention au milieu d'un canal, imagine que mon canal légèrement baissier soit bon, bah t'es au milieu. Donc c'est pas du tout le moment où il faut intervenir, c'est soit en sortie, soit en bas. Et je sais pas du tout où ça va t'emmener, mais je trouve qu'Evolution, c'est, si tu veux, c'est assez cher en prix, mais c'est pas très cher. Si ça descendait en bas du canal, alors, ce serait vraiment pas cher. Je la mettrais dans les pépites, moi, carrément. Si elle est là, je pense que tu me ferais un petit signe, tu dirais, au fait, elle est en bas, tu la mets dans les pépites, point d'interrogation. Je dirais, non, j'ai pas de place, mais ça en deviendrait une, évidemment. Donc on attend, ça peut durer longtemps de traîner là, donc en tant qu'investisseur, faut attendre des points d'entrée sympas, mais effectivement, tu peux retenir ce dossier-là. C'est un superbe dossier européen, comme il y en a beaucoup partout en Europe, comme je vous le disais en début de vidéo. Voilà, j'en ai terminé avec vos valeurs. Vous n'hésitez surtout pas à remettre ceux que j'ai pas cités et que j'ai pas donné mon analyse, parce que la vidéo commençait à être très longue. Et vous n'hésitez pas pour la semaine suivante. Mettez-moi en commentaire, rappelez-moi bien les dossiers que vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas à me relancer sur les dossiers que j'aurais oublié de faire. Ça peut arriver que ça zappe un peu dans la lecture des commentaires. Allez, on va enchaîner avec ce que vous attendez tous, c'est les pépites, comment elles se comportent, et puis on a peut-être une nouvelle entrée, et on a peut-être un plan à proposer sur cette semaine. Ça marche bien en ce moment les plans, hein, vous avez vu. On a fait 2 plans, on avait, je crois que la semaine d'avant on avait Flatex, et ensuite on a eu Française de l'énergie. Alors Française de l'énergie, en plus moi je prends le point bas, donc voilà, j'ai plus de 25% après en ligne droite.
Donc voilà, on va essayer de faire un nouveau plan, j'essaierai de faire régulièrement des plans. S'il y en a pas, il y en a pas. S'il y en a pas, ça veut dire que j'ai rien à proposer. Et ça, c'est très difficile pour les gens qui font du trading, de s'arrêter, de dire bon bah j'ai rien à faire et d'éteindre l'écran et de rien faire. Rien faire, c'est le plus dur pour les nouveaux. Parce qu'ils sont passionnés, ils sont aspirés, et à vrai dire, le plus dur, c'est de ne rien faire. Mais quand le marché vous donne des opportunités, faut savoir les faire. Moi, je trouve qu'il y en a une qui se présente à nous, et je vous présente ça tout de suite dans l'indice des pépites, les pépites à trader de Ricardo, l'indice PTDR. Allez, c'est parti. Et voilà la liste de nos valeurs et de la performance qu'elles ont faite cette semaine. Et évidemment, la star, et on l'avait donné la semaine dernière. On peut être fier quand on a réussi un plan et qu'il s'est bien réalisé. Mais on a pris 15% sur le dossier sur la semaine. Mais on va dire, on a été un peu plus bas dans la semaine. Il se trouve que moi, c'est là où je suis rentré. Et j'ai la chance d'avoir profité de toute la hausse dans son intégralité. Et je vous cache pas que je suis pas convaincu que ce soit terminé. On verra bien la suite. Mais voilà, la Française de l'énergie a donné un point bas. Faut savoir que ça fait maintenant 2 ans que j'apprécie énormément ce dossier-là. Il y a des traders qui m'ont envoyé un message en privé là. Il était toujours fan de Française de l'énergie. Oui, je suis toujours fan. Et la news qui est tombée, à vrai dire, c'est une news, c'est du réchauffé, hein. Mais parce que le gaz, etc. Enfin, c'est connu. Les autorisations d'exploitation, on savait que ça serait autorisé puisque l'État a été condamné. Et il fallait suivre le dossier tout simplement. Et c'est pour ça que je forme les gens à la stratégie des poupées russes, se concentrer sur les meilleurs dossiers et les suivre sur une longue période. Comme ça, on sait ce qui se passe et on devine que ça va se faire à un moment donné. Et il se trouve que bon voilà, j'ai eu un peu de chance, mais c'était dans le pipeline de savoir que la Française de l'énergie allait avoir les autorisations qui sont tombées cette semaine. Un autre rebond intéressant, c'est VOV qui continue son rebond ici. On va pas faire tous les dossiers, mais évidemment le marché est plutôt bienveillant et il fait des rebonds très violents. C'est ça l'intérêt de la stratégie. Vous noterez quand même que si vous regardez la variation depuis janvier, que la plupart des dossiers sont assez haussiers. Mais c'est pas pour ça que l'année prochaine ça va faire pareil. Je vous le dis tout de suite. Je vous rappelle que je suis pas fan de ce qui se passera en 2024. Mais j'ai peut-être tort. Dans les baisses de la semaine, on a évidemment le contre-coup pour Alphen ici qui perd 9% à vrai dire. Alphen, c'est simple, quand on a accéléré comme on a fait, je vous avais dit que c'était une hausse qui me paraissait pas encore bien structurée. Elle est en train de construire. Je vous avais dit aussi qu'elle pourrait reperdre 30%. Écoutez, elle vient d'en perdre 10. On verra bien ce qu'elle va faire, mais il est encore trop tôt pour s'intéresser au dossier. C'est mon avis sur le dossier. Donc en gros, l'indice des pépites, il est en train de repartir tranquillement vers le haut. Il est en train d'accélérer. On voit que les small et les mid, ça va un peu mieux en Europe. On a quand même vécu un crack assez impressionnant. Je suis pas convaincu qu'on soit tout en bas du marché des small, mais pour l'instant je dirais que l'indice il profite de ça. On a quand même pas mal de dossiers qui sont haussiers depuis qu'on les a rentrés, c'est quand même ça qui est intéressant. Et puis on va continuer la vidéo avec le plan de la semaine que je vais vous donner sur une valeur que je vais rentrer dans l'indice des pépites. Elle s'appelle Fountain Pajot, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la partie des vidéos des valeurs que vous m'avez proposées. À vrai dire, on ne s'est pas du tout consulté, mais c'était décidé. Et je voulais rentrer une valeur dans la construction maritime, dans les bateaux de plaisance, un petit peu croisement du luxe, etc., les vacances, le tourisme, etc. Et donc Fountain Pajot semble être celle qui m'intéresse le plus pour 1 million de raisons. Je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on va la rentrer. Et elle me semble vraiment pas chère. Enfin bref, tout un tas de choses qui font que j'ai envie de vous dire qu'elle me plaît beaucoup. Et on va faire un plan de trading sur Fountain Pajot si vous voulez bien. Et on va aller voir tout de suite le graphique pour vous dire ce qui m'intéresse sur ce dossier. Donc voilà, si je reviens pas sur ce qu'on avait vu tout à l'heure, on se met en hebdomadaire et à vrai dire, nous avons effectivement un point d'entrée, je dirais sur support qui est autour de 101. Si vous passez en dessous, vous partez et vous invalidez votre scénario. Alors sauf le cas qu'on a eu cette semaine sur Française de l'énergie, c'est pas tous les jours qu'on soit très clair. Donc voilà, ça gigote, ça peut gigoter encore très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est la cassure ici au-dessus de 108,50. Alors il y a un petit gap en daily ici qu'il faudra reboucher. Et après si ça part, écoutez, je pense qu'on pourra largement revenir vers les niveaux de 129 et pourquoi pas 150. On verra bien dans le futur. Mais moi je suis assez fan de ce qui se passe sur Fountain Pajot. J'ai peut-être tort, je rappelle que ça m'arrive d'avoir tort. Ça peut revenir encore une fois, descendre, aller chercher le niveau de 87 qui serait beaucoup plus intéressant, mais on va partir dans l'idée que ça peut partir assez rapidement. Le marché est plutôt bienveillant en ce moment. Allez, je me donne un petit espoir d'aller chercher de nouveau les 150 dans quelques semaines, dans quelques mois. On verra bien si ça marche, mais voilà, c'était le petit plan de Ricardo sur la semaine, et puis on verra bien la semaine prochaine ce que ça donne. Rassurez-vous, il y aura jamais 100% de réussite dans ce que je donne, mais voilà, un petit plan
par rapport à la nouvelle pépite que je rentre dans l'indice PTDR à 104 €. Vous avez vu, le graphe, il est assez clair pour les petits traders que nous sommes. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je sais qu'elle est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, j'ai voulu être assez complet sur les sujets que je voulais développer. Et je vous souhaite un bon week-end. Je vous invite à regarder les vidéos que je vous mets ici pour pouvoir compléter votre formation et apprendre un peu plus sur la bourse. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!